Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible dans la description. Bonjour Geoffrey. Bonjour Julie. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. Alors, contexte un peu particulier parce que d'habitude, je suis plutôt dans les cabinets des personnes que j'interroge. Mais aujourd'hui, on est dans un coworking à Bordeaux. Donc, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter, Geoffrey, nous dire qui tu es ? Oui, pas de problème. Alors, je m'appelle Geoffrey Laurando, j'ai 34 ans. Je suis expert comptable. Mon cabinet est basé à Paris et à Pau dans le sud-ouest. Et je vis à Pau et mon cabinet est en 100% télétravail depuis 4 ans maintenant. Est-ce que du coup on peut remonter au tout début, alors nous dire où est-ce que tu as grandi ? Est-ce que tu es originaire du sud de la France ? Alors pas du tout, j'ai grandi en banlieue parisienne, à Neuilly-sur-Seine. Et j'ai passé les premières années de ma vie là-bas, enfin les 25 premières années de ma vie là-bas, où j'ai fait mes études, j'ai grandi et ma famille a toujours vécu en banlieue parisienne. Le sud-ouest est arrivé beaucoup plus tard quand j'ai rencontré ma compagne. Ok, super. Donc du coup, tu as un peu migré vers le sud. Et du coup, toi, dans quel type de famille tu as grandi si tu peux nous raconter un peu. Oui, tout à fait. Alors, j'ai été élevé par ma mère, puisque mes parents sont séparés quand j'étais assez jeune, avec un père malgré tout toujours présent. Père qui travaille en cabinet d'expertise comptable, j'anticipe tes prochaines questions. Il y avait déjà une fibre. Il y avait déjà une fibre, mais surtout en fait un peu un dégoût pour le métier au début, parce que j'avais vu ce que ça donnait dans une famille, un expert comptable, et je me suis dit jamais je ferai ça de toute ma vie. Donc voilà, j'ai grandi. Jamais dire jamais. Jamais dire jamais, mais voilà, j'ai grandi en tout cas dans une famille monoparentale avec un père de temps en temps présent. J'ai un petit frère de 4 ans plus jeune que moi. Et voilà, c'est classique, avec une mère plutôt cool, plutôt permissive, on va dire, donc qui nous a laissé pas mal de liberté à mon frère et moi, mais ce qui nous a permis de nous épanouir rapidement. Et ton père, il était expert comptable du coup ? Mon père n'a jamais été diplômé d'expertise comptable, mais il a exercé pendant 40 ans en cabinet d'expertise comptable comme chef de mission. Ok, et qu'est-ce qui faisait que, à première vue, ça te dégoûtait un petit peu ? C'était peut-être plus par rapport aux horaires de travail ou... Ouais, effectivement, mon père n'était pas la bonne vitrine pour l'équilibre vie pro-perso, parce qu'on le voyait bosser absolument tout le temps, on le voyait stresser tout le temps, toujours avec des clients qui l'appelaient en catastrophe, avec des problèmes en permanence. Et c'est vrai qu'on a grandi à côté de quelqu'un assez angoissé. Et cette angoisse, à mon avis, elle venait beaucoup de son métier. C'est peut-être aussi ce qui t'a, on en reparlera plus tard, mais ce qui t'a peut-être donné envie de gagner en temps, en productivité, etc. dans ton métier pour ne plus être dépendant de... Effectivement, c'est un peu cette histoire de charge mentale qu'on a et surtout comment la combattre ou en tout cas comment la limiter au maximum dans un cabinet d'expertise comptable qui est un peu mon cheval de bataille de cette dernière année. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la charge mentale ? Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne savent pas forcément ce que c'est. Enfin, souvent, c'est plus utilisé en général pour parler de la charge mentale des femmes dans le couple, mais en soi, ça marche aussi dans la vie pro. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? Oui, effectivement, j'utilise l'expression charge mentale sans avoir le côté obligation qui nous pèse en permanence dans la vie personnelle, comme on peut l'avoir beaucoup entendu ces dernières années, notamment pour les femmes qui doivent gérer tout à la maison. Mais en fait, pour moi, la charge mentale, telle que je me la représente, c'est l'idée d'avoir toujours en permanence quelque chose dans l'esprit, quelque chose qui nous occupe, quelque chose auquel on doit penser. Et pour quelqu'un qui travaille en cabinet d'expertise comptable, ça va être des échéances, des emails auxquels on n'a pas encore répondu, des conseils à donner, bref, en fait, toutes les choses qu'on va avoir à faire qui ne s'arrêtent absolument jamais en cabinet d'expertise comptable et qu'on a en permanence finalement sur les épaules, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, malheureusement. Oui, c'est ça, c'est un peu le bruit de fond que tu as qui te parasite et qui même, en fait, quand tu as fermé la porte du cabinet,
en fait, tu as toujours tout ça qui te vient derrière en tête. Et du coup, quel type d'enfant, toi, t'étais quand tu étais petit? Est-ce que tu étais sage? Est-ce que tu étais turbulent? Est-ce que tu étais bon à l'école? Alors, sage, oui, j'étais sage parce que quand on est dans une famille avec des parents séparés, pour moi en tout cas, et mon frère, on ne voulait pas faire porter d'angoisse supplémentaire à ma mère. Donc, on a été assez raisonnable et plutôt gentil. Après, en tant qu'élève, on va pas se mentir, j'ai été plutôt moyen. J'aimais pas beaucoup l'école. Enfin, je trouvais ça intéressant parce que j'aimais bien mes amis, j'aimais bien certaines matières, mais j'ai jamais été un grand bosseur jusqu'à l'arrivée des études supérieures. Donc non, pas... Quand tu dis élève moyen, c'était les notes à peu près Ah bah, typiquement, j'ai eu 11 au bac, donc okay. C'est vraiment la moyenne permanente que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière scolaire. Et t'as fait quoi comme bac du coup ? J'ai fait un bac ES, option anglais. Parce qu'effectivement, dès le début, je me suis dit que l'anglais, c'était quand même plutôt un bon atout à avoir dans une carrière professionnelle. Mais je l'ai fait un peu par défaut parce que dans mon lycée à Neuilly-sur-Seine, en gros, on te dit très simplement, L, c'est soit tu veux faire prof de lettres, soit c'est parce qu'on veut pas de toi. S, il faut être très très bon en maths. Et j'étais vraiment une bille en maths. Donc il me restait l'économie. Et l'économie, pour moi, ça se prêtait tout à fait à ma situation. Et comme quoi, il n'y a pas besoin d'être bon en maths, forcément, ou très bon en maths pour être expert comptable. En fait, tu as été en ES un peu par défaut, mais à l'époque, tu avais déjà des idées de métier que tu voulais faire ou... Non, pas du tout, en fait. Même jusqu'à la fin de la terminale, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, je suis allé effectivement en ES par défaut parce que je me suis dit que ça m'ouvrait quand même pas mal de portes sans trop m'enfermer. Parce que c'était pas non plus trop compliqué en tant qu'étude. Je me suis dit qu'un bac S, c'était difficile. ES, ça passait simplement. Et effectivement, pas forcément beaucoup d'idées de carrière. J'avais pas de recul ou de maturité là-dessus. Je savais que je voulais travailler. Je savais que je ne voulais pas faire de compta. Et à partir de ça, c'est à peu près tout ce que j'avais comme programme dans ma tête. Et alors, comment tu as fait pour choisir tes orientations post-bac, du coup ? Alors, les orientations post-bac, elles ont été choisies par ma meilleure amie de l'époque, qui s'appelait Elodie. Et en fait, Elodie m'a tout simplement inscrit dans plusieurs concours d'école de commerce. Elle m'a dit, tu sais pas ce que tu veux faire, viens, on passe des concours. Ouais, c'est marrant parce que d'habitude, les concours, c'est plutôt, on va dire, pour ceux qui sont assez bons à l'école et on va dire qui aiment bien bachoter. Et le fait que, elle se soit dit, vas-y, on les passe et on sait jamais... Ouais, ça s'est fait un peu naturellement et effectivement, donc elle m'a inscrit à 2 concours d'école de commerce et l'avantage de ces concours, c'est que c'était pas forcément des concours où il fallait être bon dans des matières, mais c'était plutôt des concours où il fallait savoir raisonner, il fallait avoir vraiment un esprit logique. Effectivement, j'étais assez moyen en cours, mais par contre, je pense que j'avais un esprit déjà orienté pour la logique et l'organisation. Donc, les concours sont bien passés et j'ai été pris dans une école de commerce qui s'appelait l'ESG à l'époque. Et je me suis lancé tout de suite là-dedans. C'était une école post-bac. Ça m'allait très bien. Pas de prépa à faire, pas d'angoisse. Assez simple. Et puis c'est là où j'ai rencontré ma vocation finalement. Et du coup, c'était à Paris aussi ? Ouais, c'était dans le 11e arrondissement. C'était aussi une des raisons principales pour lesquelles j'ai choisi cette école, c'est que c'était pas trop loin de chez moi. C'était une école qui venait d'ouvrir en post-bac là, pour la première fois, avec des profs plutôt réputés, et le programme en fait était vraiment très généraliste. Il y avait de la finance, de la compta, du marketing, de la communication, bref, un peu tout. Et je me suis dit, on est parti sur un bac ES assez généraliste, on va rester sur des études supérieures assez généralistes dans un premier temps, et comme ça nous permet de voir ce qu'on veut faire plus tard. Oui, c'est ça. Et du coup, donc là, tu découvres un peu des matières que tu n'avais pas forcément eues avant. Comment ça se passe et surtout, comment tu arrives à te dire, je ne voulais pas du tout faire de compta, et au final, ça me plaît. Alors, je pense que vraiment, c'est la rencontre avec une professeure qui s'appelait Valérie Pasturel, qui est ma première prof de compta. Et en fait, je suis rentré dans son cours. Elle a donné son premier cours, finalement. Et c'était une révélation. Je me suis dit, non, mais en fait, c'est logique. Tout semblait s'emboîter. Je comprenais tout ce qu'elle me racontait. Ça me paraissait hyper simple. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est cool, la compta. Ça va être vraiment, vraiment rigolo. Et en parallèle, j'ai fait pas mal de marketing, du coup, qui était le deuxième pendant de mes études, qui était un peu le fantasme que je pouvais avoir, en me disant, ouais, le marketing, c'est cool, c'est des gens qui s'habillent des contracts, qui travaillent sur des Macs, et c'est chouette. Et en fait, je me suis rendu compte que le marketing, c'était beaucoup moins cool que ça en avait l'air. Et finalement, en fait, plus j'ai fait de la compta, plus ça m'a passionné. Vraiment, tout ce qu'il y avait autour de la compta, je trouvais ça génial, que ce soit l'analyse financière, la gestion... Dès que ça touchait à des chiffres, à partir du moment où c'était plus des mathématiques, mais c'était vraiment en fait des chiffres appliqués à la vie réelle et à l'économie,
j'ai compris en fait à quoi servaient les études. Ouais, et du coup, à ce moment-là, tu aimes bien la compta. Est-ce que tu te dis direct, je vais être expert comptable, ou est-ce que, je sais pas, tu pourrais te dire, enfin, en soi, la compta, oui, mais tu vois, tu pourrais te diriger vers la finance ou ce genre de, on va dire, de domaine qui paraît un peu plus sexy. Ouais, c'est vrai que dans un premier temps, le programme de mon école, c'était 2 ans généralistes, les 2 premières années généralistes, et ensuite on était envoyé 1 an à l'étranger où on pouvait choisir un peu nos matières. Et donc pendant les 2 premières années, j'avais pas encore trop d'orientation. Je savais que ça allait plutôt tourner finance compta, c'était à peu près sûr parce que ça m'amusait et que j'étais plutôt bon dedans. Je me suis dit, si je suis bon, autant en profiter. Je suis parti en Irlande en 3e année en échange pendant 9 mois. Et donc, je me suis dit, je me donne encore l'opportunité de voir qu'est-ce que ça pourrait être le marketing d'un autre point de vue, d'un point de vue un peu étranger. Et du coup, j'avais la moitié de mes cours, c'était de la compta ou de la finance ou de l'entrepreneuriat, et l'autre moitié, c'était du marketing et de la communication. Et en fait, ça m'a juste conforté dans l'idée que la compta, c'était vraiment fait pour moi. C'était simple. Et puis, pareil, j'avais eu des super profs à chaque fois là-bas, avec qui j'ai beaucoup discuté, avec qui on a beaucoup parlé d'avenir. Et je me souviendrai de l'un d'eux qui m'a dit, mais de toute façon, vous, il ne faut pas que vous orientez ailleurs. Vous, la compta, c'est pour vous, c'est votre truc, et cherchez pas en fait. Ça sert à rien de repousser quoi que ce soit. Vous épanouirez là-dedans, ça sera top pour vous, et allez-y, foncez. Donc après, tu reviens de cet échange, alors peut-être que tu vas faire des stages plus en rapport vraiment avec la compta, la finance. Pas tout de suite, en fait. Je suis revenu de cet échange et j'avais besoin d'argent. Donc je me suis plutôt mis dans des petits boulots, on va dire un peu alimentaires en parallèle de mes études. Je bossais à la caisse d'une piscine, je faisais de la manutention, des trucs un peu basiques, mais qui permettent de gagner sa vie. Et donc j'ai fait mon Master 1 en temps plein à l'école. Et en Master 2, effectivement, je l'ai fait en alternance. Et je l'ai fait dans un service comptabilité d'une boîte du CAC 40, qui était Lagardère Active à l'époque. Pareil, c'était une très bonne expérience qui m'a juste conforté dans l'idée que je ne bosserai jamais en entreprise. Et comment tu as trouvé cette alternance alors? Parce que peut-être que c'est pas si difficile que ça de rentrer dans une boîte du CAC 40, mais je veux dire, a priori, comment tu as fait? Alors déjà, de base, en fait, quand on propose un alternant dans une grosse boîte, ils voient juste de la main-d'œuvre pas chère. Donc ça facilite pas mal le truc. Et après, j'ai eu de la chance de connaître quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Et je lui ai fait passer mon CV et je lui ai dit, j'ai pas vraiment de prétention salariale, je veux juste 1 an d'expérience. Donc prenez-moi, vous verrez, je travaillerai tout le temps. Et en gros, j'ai passé 2-3 entretiens à l'époque, ça s'est bien passé. Le contact était bon, ça correspondait à ce qu'il cherchait. Clairement, il cherchait un remplacement de CDD, mais qui coûtait vraiment pas cher. Donc, je pense que j'ai fait le job. Et c'était quoi tes missions du coup là-bas? C'était de la fiscalité, du reporting et des immobilisations. Donc, autant te dire que des missions passionnantes où je me tapais 30 déclarations de TVA tous les mois. On faisait des reportings de l'IAS tous les trimestres. Et puis, on devait vérifier que toutes les immos étaient à jour en permanence. Donc, autant te dire que... ouais. La compta en entreprise, c'était pas forcément la panacée. Ouais. Donc là, tu t'es dit, peut-être plus, ça va être plus le cabinet qui va me plaire. Exactement. Et puis là, déjà à ce moment-là, à partir du Master 1, je savais que je voulais devenir expert comptable. C'était à peu près clair. Je me suis dit, si on veut progresser dans ce métier, il n'y a pas 50 000 solutions. Le diplôme d'expertise comptable, c'est la voie royale. C'est ce qui nous permettra d'aller le plus loin possible. En plus, l'école que je faisais nous permettait d'avoir un certain nombre d'équivalences des SCG. Donc, il nous restait juste 3 épreuves à passer, droit, compta et système d'info. Donc, je me suis dit, je pars déjà avec un atout. J'ai le DCG, j'ai le DSCG en grande partie. On va aller jusqu'au bout, on ne va pas s'arrêter là. Ok. Donc là, tu étais en master, donc tu finis ton master, tu l'obtiens. Mm-hmm. Et donc après, tu as passé les épreuves en candidat libre pour le DSCG. Tu les passes directement après? Ouais, exactement. En gros, je termine mon contrat chez Lagardère. Et à ce moment-là, j'ai plusieurs opportunités. On me propose un poste chez PwC sur Paris, un poste chez PwC au Luxembourg, ou mon oncle, qui avait bossé en cabinet d'expertise comptable, qui me dit « On a besoin d'un collaborateur en plus, viens nous rejoindre ». Donc là, du coup, j'ai commencé à devoir un peu choisir où est-ce que je voulais m'orienter. Et je me suis dit, un big, à mon avis, ça va être à peu près la même chose que ce que j'ai vu dans les grosses entreprises. Je vais être cloîtré à certaines missions et je vais pas m'épanouir comme j'ai envie. Donc j'ai dit oui pour le cabinet à taille très humaine, puisque mon oncle bossait dans un cabinet où on était une dizaine. Et c'était ma première expérience. Et pour répondre à ta question, parce que j'ai légèrement digressé, oui, je les ai passés dès la sortie d'école. J'ai tenté une première fois le DSCG.
Et tu dis une première fois, donc ça veut dire que tu l'as pas obtenu ? Alors avec 3 en droit et 4 en compta, effectivement, je l'ai pas eu. T'avais pas trop révisé, je pense. Non, effectivement, parce que c'est le problème de l'école de commerce, c'est qu'on te bourre le crâne en te disant non mais t'es bon, t'es vraiment le meilleur et de toute façon les diplômes tu vas les cartonner. Donc tu sors de l'école de commerce, tu dis ouais tout ça je l'ai déjà un peu vu, ça va le faire. Et tu arrives devant l'épreuve et tu comprends qu'en fait c'est une méthode à part, c'est vraiment du bachotage à fond et c'est vraiment plein de connaissances que tu n'as pas du tout et tu te prends la plus grosse claque de ta vie dans toutes tes études et ça te fait du bien. Et le système d'info, du coup, toi, tu l'avais validé Ouais, ou... le système d'info, pour le coup, c'est pas un mythe. J'avais vite fait lu le bouquin de cours et je crois que j'ai eu 12 ou 13, donc c'était assez tranquille. Et donc, alors là, tu te prends... Enfin, t'es quand même déçu quand tu l'as pas ou tu t'y attendais peut-être à la vue du sujet ou... Franchement, quand je suis sorti assez tôt dans le sujet, je voyais que tout le monde était en train de gratter sur sa copie. Je me suis dit qu'à mon avis, c'était mort pour moi. J'y avais clairement pas consacré le temps nécessaire. Je m'y étais pas préparé. Je voulais une première expérience. C'était une bonne idée aussi pour moi de me lancer très rapidement pour voir un petit peu quoi tu vas t'attendre. Et finalement, moi, j'étais déçu sans être déçu. C'est une claque, mais en même temps, tellement méritée que tu veux pas en vouloir à qui que ce soit. Alors, qu'est-ce que tu décides ? Tu décides de le repasser dès l'année d'après ? Ah oui, effectivement, alors là, pour le coup, j'ai mis en place une stratégie où je me suis dit, je le repasserai, mais je le repasserai qu'une fois. Et du coup, je me suis inscrit à l'ASFOREF, où tu as la possibilité de suivre 3 jours de cours toutes les 2 semaines par matière. Donc, je suivais ces cours. En parallèle, je me suis tapé tous les bouquins, toutes les annales, les ROL, tout ce que tu veux. Et en plus de ça, j'ai créé un groupe de révision au sein de l'ASFOREF. On était une dizaine et on se réunissait 1 ou 2 fois par semaine en plus des cours pour faire des annales, pour travailler ensemble, pour échanger. On s'appelait presque tous les soirs tous ensemble. Bref, on s'est vraiment fait un genre de groupe de motivation de folie. Et effectivement, c'était un boulot. Moi, j'ai trouvé monstrueux et puis je t'admire vraiment d'avoir passé cette épreuve en une fois parce que je sais pas comment t'as fait. 8, j'ai passé. Oui, pardon, t'as passé de mémoire aussi. en plus, excuse-moi. Oui. Mais oui, effectivement, pour moi, ça m'a bouffé le moral de travailler que sur ça. Mais en tout cas, ça s'est très bien passé. J'ai eu de bonnes notes et j'étais content et je l'ai passé qu'une fois. Mais ça nécessite vraiment pour moi de réfléchir à comment tu vas le passer. Après, tu vois, comme tu l'as dit, c'est aussi de la stratégie, de l'organisation. Et quand tu as un objectif, tu vois, tu n'avais pas trop préparé. Et puis après, tu t'es dit, non, c'est bon, je vais l'avoir. Et donc, tu as tout fait pour l'avoir. Et je pense que tu as eu des bonnes notes quand même, vu tout ce que tu avais mis en place. J'ai eu 12 en compta et 15 ou 16 en droit. Ouais. Donc ça allait. Comme quoi, si on a une bonne stratégie, après, faut aussi des fois prendre un peu le recul de se dire, peut-être que c'était pas ma priorité sur le moment, mais forcément, on peut pas espérer avoir, comme tu l'as dit, tu n'avais pas trop préparé, forcément, la note va être en conséquence. Et surtout pour le droit et la compta, moi, c'était les UE que j'avais le plus bossé. Et pourtant, entre guillemets, j'ai eu que 12 et 11, alors que... Non, mais ce qui est déjà bien. Mais je veux dire, vu tout le temps que j'avais passé dessus, alors que système d'info, management contrôle gestion, j'ai révisé juste le mois d'avant et j'ai eu 15 et 16. Enfin, c'est là que tu te dis que là, le diplôme, il est vraiment hétérogène au niveau des matières. Donc là, tu obtiens ton DSCG et donc tu étais ta première expérience en cabinet. Alors, est-ce que ça te plaît plus que l'entreprise ? Ouais, tout de suite, effectivement. Je commence à voir en fait quel est l'intérêt de bosser en cabinet. Déjà, le contact avec les clients, la diversité des profils que tu peux avoir. En plus, j'avais été intégré en même temps qu'un expert comptable stagiaire qui était en train de finir et de passer son mémoire. Donc, il y avait 6-7 ans de plus que moi, mais avec qui je m'entendais très bien. Et on partait parfois en mission un peu partout en France. Donc, on passait des bons moments. C'était difficile. En plus, c'était un cabinet vraiment très tradi, avec des outils un peu à l'ancienne. Mais bon, ça, c'est autre chose, des vieux ordinateurs, bref. C'était une expérience, c'était très formateur, ça m'a permis de savoir à peu près ce que je voulais et ce que je voulais pas. J'aimais beaucoup le management que j'avais, forcément, je trouvais qu'il était très bienveillant, il était très formateur, c'était passionnant, mais c'est surtout qu'en fait on me laissait une grande liberté, une grande autonomie, et moi c'est ce dont j'avais besoin. Je voulais mon indépendance, je voulais pouvoir faire mes missions tout en étant quand même cadré, parce que on sort d'école, on n'est pas bon. En fait on connaît pas trop le job et il faut tout apprendre. C'est ça, la différence entre ce que tu vois en cours et après quand tu bosses, elle est flagrante. Et donc c'était quoi tes missions justement ? Tu dis que tu faisais des déplacements, tu faisais que de l'expertise, tu faisais aussi de l'audit. Est-ce que tu faisais de la saisie, des TVA, de la révision ? Énormément de saisie, de paye, de TVA, de révision. Tu faisais de la paye aussi. Ouais, je fais toujours de la paye, mais oui, effectivement, ça faisait partie de mes missions. Je faisais de l'expertise comptable traditionnelle parce que c'était vraiment le cœur de métier du cabinet. C'était l'expertise comptable pure. Avec
tous les types de missions qu'on a dans l'expertise comptable, mais pas forcément très orienté conseil ou accompagnement. Vraiment de l'expertise comptable tradi classique, très formateur. Hein. Vraiment, ça m'a permis de comprendre comment ça fonctionne, comment tu révises un dossier. Plus j'ai eu la chance de tomber, je pense, avec un des meilleurs techniciens que j'ai pu rencontrer, qui est expert comptable maintenant, qui m'a formé du coup d'une façon très très carrée et rigoureuse, ce qui m'a permis en fait, encore une fois, de savoir où moi je voulais aller dans mes points de vigilance et où je pouvais peut-être être plus souple par la suite dans la tenue de certains dossiers. On en a parlé tout à l'heure, notamment les petites factures de 20 € ou ce genre de choses qui peuvent te manquer. L'expert comptable de l'époque, il ne me les aurait pas laissé passer. Ok, ouais, on peut parler un peu de ça si tu veux, ou on parlait un peu de la surqualité aussi, de la différence entre ce que tu vois en cours et ce que tu fais réellement en cabinet. Donc si tu peux un peu expliquer. Ouais, c'est ça, c'est tout simplement qu'en cours, on va te dire, le processus il est simple, tu pars de la facture, tu passes ton écriture, tu le rapproches avec la banque, et voilà, c'est un processus carré classique. Dans la réalité, les notes et les factures, les clients, ils les perdent, ils les mangent, je sais pas en fait ce qu'ils en font, mais en tout cas elles disparaissent dans un néant abyssal. Et du coup, tu te retrouves à ne pas forcément pouvoir techniquement boucler ton bilan si tu appliques la règle à 100%. Parce qu'effectivement, il va te manquer une note de restaurant, une note de taxi, ce genre de choses. La surqualité, c'est un concept que j'ai piqué à Philippe Barré, qui en parle régulièrement. Et en fait, c'est l'idée de dire que la qualité dans un cabinet d'expertise comptable, elle est indispensable. Parce qu'on est des professionnels, c'est notre image de marque. Par contre, il faut que la qualité, elle ait quand même un intérêt pour le client. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Et le client, qu'on lui passe une facture de taxi parce qu'on a le justificatif ou qu'on la passe en direct en lui expliquant quel risque il peut potentiellement avoir si demain il se fait contrôler, pour lui, c'est pareil. Donc en fait, l'idée, c'est d'arrêter la surqualité, la qualité qui n'est pas nécessaire, qui fait perdre du temps à tout le monde, qui fatigue les équipes, les collaborateurs, les experts comptables et les clients, qui peuvent énerver un client parce que si vous relancez 50 fois un client, c'est juste hyper frustrant pour lui. Et du coup, c'est vraiment d'arriver à mettre en place des processus et des façons de travailler qui vont se baser plutôt sur la logique et un peu finalement la comptabilité par le risque, plutôt que par une qualité parfaite à 100% dans tous les cas. Oui, tu as aussi, on parlait un peu de les factures Orange, par exemple, avec les charges constatées d'avance. Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est arrêter de passer des FNP pour 15 €, arrêter de passer des charges constatées d'avance parce qu'il y a une facture Orange à 15 € qui va du 21 décembre au 6 janvier, ce genre de choses. Les trucs qu'ont fait les collaborateurs pendant longtemps qui aujourd'hui n'ont plus de sens. Oui, c'est ça. Puis vraiment, ça apporte pas de valeur aux clients. Et puis, comme tu disais, c'est vrai qu'au final, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a, je sais plus, il y avait une étude, je crois, justement, peut-être des Moulins ou autre, qui disait qu'on passait, je sais plus le pourcentage, mais énormément de temps sur le fait de relancer les clients. Je crois que c'était peut-être 30%, quelque chose comme ça. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est considérable le temps qu'on passe à relancer les clients. Aujourd'hui, en plus, il y a des outils qui le font très très bien. Que ça soit Penny Lane si on travaille là-dessus, Secha si on travaille sur d'autres types de logiciels. Mais en tout cas, oui, il y a des outils qui permettent de relancer, qui permettent d'expliquer au client, de dire s'il la retrouve, s'il la retrouve pas, et d'arrêter là. Et puis ensuite, il suffit juste aussi de prévoir un petit peu les choses en amont dans sa lettre de mission, en expliquant que le cabinet n'a pas forcément à chercher l'exhaustivité des factures. On n'est pas des archéologues de la facture, hein, c'est pas le but du tout. Mais vraiment, si on explique au client, ok, vous ne donnez pas vos factures, voilà ce qui vous attend en cas de contrôle, voilà les risques, le montant des pénalités. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, très bien, fournissez-nous les documents. Si vous êtes d'accord, vous nous retournez le document signé, vous nous retournez un mail pour nous le dire. Bref, vous justifiez le fait que nous, on a fait notre boulot et on va s'arrêter là. Et toi, la plupart du temps, ils te disent qu'ils sont d'accord et évidemment, pour 99% des factures qu'on leur demande et qui savent qu'ils ne pourront pas retrouver, évidemment qu'ils sont d'accord. Le but du client, c'est d'avoir son bilan, c'est d'avoir le rendez-vous avec l'expert comptable et c'est de savoir justement qu'est-ce qu'on va pouvoir finalement faire de ce bilan, quels conseils on va pouvoir en tirer, quelle stratégie on va pouvoir mettre en place derrière. Et c'est ça, en fait, là où la valeur ajoutée d'expert comptable, elle commence, c'est finalement quand les bilans ou les situations ou les tableaux de bord sont terminés, qu'on a un outil exploitable finalement. C'est ce qu'on disait, c'est que la compta, au final, c'est juste un outil pour faire d'autres missions. Exactement. Et donc, du coup, si on revient un peu, donc là, tu as eu ton DSCG, tu étais dans le cabinet. Est-ce que, du coup, tu t'es inscrit au stage DEC directement ? Ouais, je me suis inscrit au stage DEC dès début 2011, parce que je voulais le commencer le plus vite possible, parce que je me suis dit que ça servait à rien de perdre du temps. Donc, j'avais 24 ans à l'époque.
Il n'y avait pas de souci. En plus, l'expert comptable du cabinet était aussi commissaire aux comptes, donc me permettait de faire mes heures en parallèle, ce qui était très très bien, c'était très intéressant. C'est une dame formidable. Et donc oui, je me suis inscrit tout de suite. Et c'est bien parce qu'en fait, le stage te permet, pour moi, d'avoir une vision très globale de l'expert comptable. On se sort un peu la tête du guidon en se disant, voilà, l'expertise comptable, c'est de faire de l'expertise comptable, de la saisie, de la révision, ce genre de choses. Là, on va prendre un peu de recul, on va comprendre un peu l'intérêt commercial, l'intérêt déontologique. On va parler un peu de soft skills de temps en temps. Bref, on va avoir un peu plus de recul, avoir un peu la vision d'ensemble, finalement, d'expertise comptable. Et c'est bien parce que je trouve que c'est très motivant de comprendre qu'en fait l'expertise comptable, c'est pas que la compta. C'est quoi alors? Qu'est-ce que il y a de la compta certes, mais du coup tu avais fait un peu d'audit. J'avais fait un peu d'audit, mais ça c'est vraiment les missions traditionnelles. Mais en fait l'expertise comptable, pour moi, en tout cas à l'époque telle que je voyais, c'était surtout un métier d'humain. Donc c'est un métier de conseil, de psychologue, de rassurer tes clients, de savoir les écouter, de prendre leur stress parfois aussi, parce que finalement ton client, qu'est-ce qui se passe? Il a un problème. Il va pas en parler à sa femme parce qu'il ramène beaucoup de boulot à la maison, c'est compliqué pour lui, il peut pas en parler à ses enfants, ses amis, en général ils s'en foutent. Vers qui il va se tourner? Il va se tourner vers son expert comptable. Donc finalement, l'expert comptable, il a un rôle majeur dans la santé mentale du client. Et moi, à l'époque, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça, finalement, le cœur du métier d'expert comptable. Les chiffres, c'est un prétexte. Mais c'est un prétexte pour pas aller voir un psy parce que finalement, c'est l'expert comptable qui devient le psy. Et j'ai une anecdote assez marrante qui m'est arrivée encore il n'y a pas très longtemps pour dire à quel point on est proche, on est psychologue avec nos clients. Et j'ai un client, on était au restaurant et il commence à me poser une question qui m'a un peu surprise. Il m'a dit ça va pas trop avec ma femme en ce moment, d'après toi, est-ce que je la quitte? Et là, c'est là où je me suis rendu compte, déjà que j'allais pas répondre à sa question, ça c'est une certitude, mais deux, surtout... Tu allais te faire taper dessus après par sa femme. J'allais me faire taper dessus par sa femme, et surtout que c'est pas mon métier, je suis pas conseiller conjugal, j'ai pas de recul là-dessus, et Peut-être une mission annexe pour l'expert comptable. Exactement, mais en tout cas, je me suis juste rendu compte à ce moment-là qu'en fait, j'étais pas seulement son expert comptable, j'étais son confident et presque une des personnes à qui était le plus proche. Et ça s'est vraiment beaucoup ressenti aussi pendant le Covid, quand certaines personnes étaient un peu seules, un peu triste ou déprimée, finalement en fait elle m'appelait juste pour avoir un contact avec le monde extérieur, avec d'autres personnes que leur famille et voilà, simplement se décharger un peu du stress qu'elle pouvait avoir à ce moment-là. Et tout à l'heure tu disais que le fait d'être expert comptable stagiaire, du coup ça nous permettait de prendre du recul, de développer peut-être un peu des soft skills, toute la partie commerciale, etc. Quand tu parlais de ça, c'était plutôt peut-être lié aux formations à l'ordre ou c'était par rapport à ce que tu faisais en cabinet? Alors c'était vraiment pour moi lié aux formations à l'ordre. Parce que tu vois quand même pas mal de choses assez intéressantes où tu as des petites mises en situation sur comment est-ce que tu traites un dossier, comment est-ce que tu traites un client difficile, comment est-ce que tu vends une mission, ce genre de choses. En plus, si je dis pas de bêtises, c'est des formations qui sont de plus en plus poussées pour les nouveaux experts comptables. Mémorialiste maintenant, qu'on dit plus stagiaire si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est vraiment des choses. Mais c'est surtout qu'en fait, ça permet de prendre de la hauteur de temps en temps et oublier se rappeler qu'on n'est pas juste des machines à faire de la compta. On est vraiment autre chose et que plus tard, une fois que la compta sera terminée, on aura tout un monde à inventer. Du coup, quand tu étais expert comptable stagiaire, est-ce que tes missions étaient différentes du job que tu avais avant? Qu'est-ce que tu faisais? Non, en fait, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu beaucoup d'autonomie très rapidement dans mon cabinet. Donc, dès le début, on m'a donné en fait l'opportunité de tout suivre de A à Z. Donc, d'aller chercher mes propres clients, de développer la partie commerciale, de faire les rendez-vous bilan, toujours en étant supervisé parce que quand on a 2-3 ans d'expérience, on a clairement besoin de supervision. On n'est pas quand même excellent à ce moment-là. Mais en tout cas, je voyais déjà tout de A à Z. Donc, en fait, ça me permettait de vraiment comprendre comment fonctionne le cabinet. Et au-delà de ça, en plus, il y avait une transparence totale sur la gestion interne du cabinet. Donc, on connaissait les chiffres, on connaissait les résultats, on savait qui faisait quoi. Donc, ça permet aussi de s'intéresser un petit peu à la rentabilité du cabinet. Quand on veut mettre en place un nouveau logiciel, quel est le coût? Enfin bref, en fait, comment gérer un cabinet? Et ça, très vite, dès ma première année, en fait, j'ai pu y toucher un petit peu. Donc, c'était passionnant. Et ça, du coup, c'est quelque chose que tu aimais bien, le fait que ça soit transparent. Est-ce que c'est quelque chose peut-être que tu as remis en place dans ton cabinet, que tu trouves que c'est important? Peut-être que j'ai pas les stats, mais je pense qu'il y a quand même une bonne partie qui sont assez opaques sur leurs chiffres et qui veulent pas dévoiler. Alors justement, chez nous, c'est tout sauf opaque. C'est-à-dire qu'on donne les chiffres de tout le monde, le chiffre d'affaires réalisé par personne, la rentabilité de chaque personne. Enfin, vraiment, tout le monde y a accès. Rien n'est fermé.
C'est-à-dire que le dossier du comptable du cabinet, tout le monde peut y avoir, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a rien, on peut y aller comme ça. Même pour ta REM ? Même pour ma rémunération, bien sûr, il y a vraiment aucun souci. Et surtout, tous les ans, en fait, on va faire, enfin même plus que tous les ans, un peu plus de 2 fois par an maintenant, on fait des points en fait, de situation en disant voilà la rémunération de chacun, voilà les avantages, voilà les coûts fixes du cabinet. Parce qu'en fait, pour moi, on est une équipe avant toute chose. Et si on veut que l'équipe puisse travailler correctement ensemble, il faut qu'elle soit au courant de ce qui se passe. On ne peut pas attendre des résultats d'un collaborateur ou d'un futur associé ou de qui que ce soit si on lui cache les données. Et pour moi, justement, le fait d'être transparent, c'est la base dans un cabinet d'expertise comptable. Enfin, on travaille sur des chiffres. Si on a honte de ces chiffres ou si on le cache, c'est qu'on n'est pas droit dans ses bottes pour moi. Mais ça permet vraiment de les impliquer aussi dans le cabinet. Et est-ce que, parce que surtout que si je pensais que vous étiez transparent, mais peut-être pas au niveau des salaires, chacun sait combien l'autre gagne. Enfin, ça, je pense que c'est très rare quand même dans les cabinets parce qu'on se dit qu'il y a un peu, tu vois, il peut y avoir des jalousies, Enfin, toi, ça te pose pas problème et tu penses plutôt que c'est quelque chose qui est bien de mettre en place. Ouais, je pense que c'est bien parce que déjà, pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas le dire. Hein. Parce qu'effectivement, le salaire, il est basé chez nous de façon très simple en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Et si le chiffre d'affaires dépasse les attentes ou les objectifs, il y a des primes en conséquence. C'est un système assez carré. Hein. Donc pour nous, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour moi, non, effectivement, il n'y a pas de raison de cacher les chiffres tant que les rémunérations, elles sont basées sur des éléments objectifs. Et typiquement, nous, c'est ce qu'on a fait. Et au contraire, hein, je pense que c'est très bien aussi d'expliquer que telle personne, elle gagne tant, mais parce qu'elle fait ça comme résultat, et l'autre, il gagne peut-être un peu moins, mais parce qu'il fait moins aussi. Et finalement, c'est logique. Et pour moi, il n'y a pas eu de discussion là-dessus. Et je préfère justement que tout le monde soit OK. Et à la limite, ça peut même te donner des objectifs, toi, en tant que collaborateur, en disant j'ai envie d'avoir plus, voilà ce qu'il faut que je fasse. Et c'est tout simple. Oui, c'est ça, ça peut permettre de te motiver, de te dire ok, donc ça se trouve peut-être dans 2 ans, je ferai à peu près les mêmes missions, j'aurai à peu près le même portefeuille que cette personne-là, donc je pourrais gagner tant. C'est vrai que c'est un élément aussi de motivation. Oui, sachant qu'en plus, l'idée, c'est que on va dire que 70-80% des dossiers qui rentrent, ils rentrent par mon réseau ou par mes contacts. Mais l'idée, c'est que, évidemment, je ne garde pas mes dossiers. Donc, en fait, régulièrement, je retransfère des dossiers pour augmenter le portefeuille de mes collaborateurs afin que, justement, ils aient l'opportunité, s'ils le veulent, bien sûr, je ne les cherche pas volontairement, mais s'ils le veulent, de pouvoir justement développer leur chiffre d'affaires. Et typiquement, cette année, j'ai rien donné à ma collaboratrice parce que je ne voulais pas non plus la surcharger parce qu'elle avait déjà beaucoup de boulot. L'année dernière, je l'avais fait et en fait, ça sera vraiment en fonction de ses besoins. Si elle veut du travail en plus, je lui en trouverai. Là, c'est sûr qu'on manque pas de travail. Et donc, si on revient alors en arrière, quand tu n'avais pas encore ton cabinet, que tu étais en stage, est-ce que tu es resté les 3 ans dans le même cabinet ? J'ai fait 3 ans dans le même cabinet, mais j'ai eu l'opportunité en fait de monter mon propre cabinet avant d'avoir fini mon stage. En fait, j'ai rencontré un expert comptable qui était commissaire aux comptes sur un de mes dossiers à l'époque et qui avait à peu près la même vision que moi du métier, un peu jeune. C'était quoi ta vision alors ? Je voulais un métier où on allait pouvoir se digitaliser, on allait pouvoir faire de l'accompagnement client et où on n'allait pas forcément rester sur des missions traditionnelles toute notre vie. Et du coup, cet expert comptable m'a dit, écoute, si tu as envie, on monte un cabinet ensemble et puis au moment où tu es diplômé, tu récupères ton cabinet. En gros, ça s'est passé comme ça. Et donc, dès 2012, donc, j'ai commencé à bosser dans l'ancien cabinet en juillet 2010. Et juillet 2012, il commence à me proposer justement de monter ce cabinet. Donc, on commence à préparer un peu la structure, comment on va faire, etc., etc. J'en parle bien sûr dans mon cabinet de l'époque pour leur dire, voilà, moi, je compte pas rester parce que y a certaines choses qui me vont pas. Notamment dans les choses qui m'allaient pas, c'est que le cabinet était assez vieillissant. C'est-à-dire que la moyenne d'âge était plutôt autour des 62-63 ans. Donc quand toi tu as 23-24 ans, c'est pas forcément l'endroit où tu rêves de travailler. Et en plus, l'expert comptable qui venait d'être diplômé, qui était rentré en même temps que moi, partait. Donc je me suis dit, il part. Hein. Moi, c'est plus forcément mon style non plus. Je vais monter mon cabinet, ça va être très bien. Et donc, j'ai négocié un départ. J'ai posé ma démission, tout simplement. Et effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir garder quelques clients qui étaient dans mon portefeuille à l'époque, parce que c'est des clients soit qui étaient venus par moi, soit que le cabinet n'avait pas de toute façon la possibilité de continuer à traiter, parce qu'ils étaient déjà surchargés, et c'était soit me les donner, soit les perdre en gros. Donc, dans ce nouveau cabinet, alors tu étais associé mais pas diplômé, parce que c'est vrai que souvent, tu sais, on dit expert comptable,
entre guillemets, le plus classique, c'est d'avoir le diplôme pour être associé, mais en fait, il n'y a pas forcément besoin. Non, il n'y a pas forcément besoin. Je connais pas mal de personnes qui l'ont fait comme ça, donc je sais que je suis pas un cas isolé. Et effectivement, j'ai monté mon cabinet au 1er janvier 2013 et il me restait 1 an de stage à faire que j'ai fait du coup avec ce nouvel expert comptable. Et ça m'a permis en fait tout de suite de comprendre qu'est-ce que je voulais donner comme orientation à mon cabinet, d'avoir beaucoup plus de liberté dans mon organisation. On va pas se mentir, j'ai travaillé encore plus que si j'étais resté dans l'autre cabinet parce que j'avais pas beaucoup d'expérience, j'avais un peu tout à comprendre. Donc c'était difficile, mais c'est, je pense, une des expériences les plus formatrices que j'ai pu avoir. Quand tu travaillais beaucoup, c'était 7 jours sur 7, c'était quoi les horaires? Ouais, ça peut être jusqu'à 7 jours sur 7, mais c'est surtout des horaires où tu rentres pas chez toi la nuit. Donc, tu dormais sur place? Ouais, je dormais sur place. Ça m'est arrivé les 2 premières années de faire plusieurs nuits blanches pendant les périodes fiscales. Honnêtement, je le recommande pas déjà, j'en tire aucune fierté. C'est pas du tout quelque chose dont je me vante ou quoi que ce soit, c'est parce que j'étais mal organisé. J'étais pas forcément assez compétent et en plus j'avais envie d'avoir des sous, et quand tu es à ton compte et que tu veux des sous, il faut trouver des clients, et donc forcément tu prends plein de clients et tu prends parfois trop de clients et tu te retrouves à devoir gérer des trucs à la dernière minute que tu as du mal à faire parce que t'es pas encore aussi performant que tu le seras dans 5 ans. Donc forcément, il y a eu plusieurs fois où il m'est arrivé de ne pas dormir. Et la structure, c'était vraiment une nouvelle structure entre toi et l'expert comptable, ou c'était toi, tu étais venu te greffer sur la structure? C'est une nouvelle structure entre moi et l'expert comptable qui s'appelle toujours LDAE, qui est ma structure actuelle. Et c'est vraiment une nouvelle société qu'on a montée à part, dans laquelle très vite on a embauché 2 personnes parce qu'on avait quand même beaucoup de demandes, et c'était vraiment une super expérience, mais encore une fois j'ai payé mes erreurs de jeunesse par un peu mon inexpérience. Je l'ai payé en compensant par le temps. Et c'était une création ex nihilo Création ex nihilo, où du coup j'avais déjà un premier portefeuille client. Et j'ai récupéré 2 collaboratrices qui avaient également des petits portefeuilles clients à l'époque. Et donc on a intégré tout ça dans un schéma un peu plus global et on a créé notre cabinet. Et tu disais tout à l'heure tu rentrais pas mal de clients. Alors comment tu trouvais justement ces clients? Parce que ce qui est marrant, c'est que des fois il y a des personnes, tu sais, quand ils viennent d'être diplômés et qui s'installent, ils ont du mal à trouver des clients. Et après, quelques années plus tard, là tu es plutôt à refuser des clients. Alors comment ça se passe au début, quand peut-être que tu galères un peu? Toi tu galérais pas apparemment, mais pour certains c'est difficile de trouver des clients. Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le premier, je pense avoir un plutôt bon relationnel et je sors beaucoup. Donc, je rencontrais plein de gens dehors. Et puis, dès que tu rencontres des gens, tu te dis « Ah, en fait, j'ai un cabinet d'expertise comptable. » Il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'un expert comptable. C'est pas forcément lui, mais la personne qui connaît. Donc, le bouche-oreille marche très, très bien. J'ai aussi un bon réseau par mon père qui gravitait aussi dans le milieu d'expertise comptable, donc qui connaissait d'autres personnes, et quand il entendait parfois besoin d'un expert comptable, il pensait forcément à moi, ce qui était très gentil de sa part. Ça, c'était vraiment les 2 premières années, et ensuite je me suis mis aussi dans un réseau professionnel, semi-professionnel, le Rotary, Paris Porte d'Orléans à l'époque, et ça m'a permis de rencontrer aussi plein d'entrepreneurs de mon âge avec qui on avait la vocation de vouloir faire des actions caritatives à la base, mais en fait, à force de se voir et faire des actions ensemble, on s'est aussi mis à travailler ensemble, puisque quand tu fais confiance en quelqu'un, tu as envie de travailler avec lui. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a vraiment le côté aussi, comme tu disais tout à l'heure, humain, où en fait, peut-être que ces personnes-là, elles avaient déjà un expert comptable, mais en fait, comme tu étais un peu, peut-être leur ami, etc., quand tu as le fit avec quelqu'un, et l'expert comptable, c'est pas que, celui qui va pouvoir me permettre d'optimiser ma fiscalité, etc., c'est aussi, comme tu disais aussi tout à l'heure avec l'exemple, un confident, et donc qui peut faire que ça joue dans la balance. Il n'y a pas que le prix ou que... Non, effectivement, le prix, c'est pas un atout, c'est pas le premier atout. Après, en tant que jeune arrivant expert comptable, oui, j'avoue que j'avais des prix qui étaient quand même plus bas, à l'époque en tout cas, mais parce que ma rémunération était plus basse aussi, et que, encore une fois, quand on a besoin de manger, on trouve des dossiers et puis on y va. Et ça fonctionne bien, mais le bouche à oreille marche bien. Vraiment, je me souviens pas d'avoir eu de difficulté à trouver des clients, et c'est surtout que je me souviens en fait de la bascule en fait entre le moment où j'étais salarié et le moment où j'étais associé. Et en fait, il y a plein de clients que j'avais déjà qui se sont mis à parler de moi autour d'eux parce qu'ils savaient que j'étais devenu associé, et alors soit ils avaient envie de m'aider, soit en tout cas ils se sont dit s'il est à son compte,
pourquoi pas de faire travailler un peu plus. Mais en tout cas, il s'est passé un truc entre la création et ça m'a amené beaucoup de clients et des clients assez importants en termes de volume et d'honoraires, donc qui m'ont permis d'être assez tranquille et serein les premières années. Donc, comme tu disais que donc le tout premier cabinet, on va dire que niveau vision, ça ne te correspondait pas. Et là, qu'est-ce que vous avez mis en place alors pour que ça colle à ta vision, peut-être au niveau des outils, etc. Comment vous avez fait en fait pour créer ce cabinet ? Alors déjà, un truc très très bête, mais j'ai acheté des ordinateurs portables corrects pour bien travailler, parce que dans le cabinet dans lequel j'étais jusque-là, j'avais un ordinateur qui devait avoir 10 ans et qui mettait littéralement 20 minutes à s'allumer le matin. Donc effectivement, la première chose, on a investi dans du matériel informatique, ce qui était pas mal. Et en fait, très vite, moi je me suis mis dans tout ce qui était solution de dématérialisation, récupération des écritures bancaires automatiques, ce genre de choses. Ça a été un peu directement ce que je voulais. Donc on avait commencé avec Use à l'époque, qui était un des précurseurs pour moi de l'OCRisation de la compta. Tu peux expliquer ce que c'est OCR ? Ouais, OCR, c'est tout ce qui va être reconnaissance optique des caractères. En gros, un scanner va prendre la facture et va pouvoir lire sur cette facture la date, le nom du fournisseur, le montant, la TVA. Bref, en fait, va pouvoir faire un travail de pré-comptabilité et préparer ainsi justement le boulot que va faire un opérateur de saisie classique. Et donc typiquement, voilà, moi très vite, je me suis dit, c'est mon cabinet. Le but, c'est de pouvoir prendre un maximum de dossiers. Comment est-ce qu'on va pouvoir prendre ça ? En limitant en tout cas l'intervention humaine sur tout ce qui peut être automatisé. Donc on a cherché un petit peu, on a tâtonné. Entre-temps, on s'est mis aussi très vite dans des solutions en SaaS. Ça, c'est tout ce qui va être logiciel en ligne, parce qu'on ne voulait plus être fixé à un cabinet à un seul endroit. Parce qu'effectivement, dans la culture, même si ça fait que 4 ans qu'on est en 100% télétravail, dans les faits, je suis en télétravail depuis 2013. Depuis juillet 2013, donc depuis l'ouverture de mon cabinet. Donc forcément, quand on est en télétravail, on a besoin d'avoir à dispo ces documents en permanence. Donc on a besoin d'un serveur partagé, on a besoin d'un outil qu'on peut utiliser sur à n'importe quel endroit. Et donc c'était un peu ma recherche. D'abord digitaliser le cabinet en le dotant d'outils qui soient utilisables partout, quel que soit l'endroit où moi ou mes collaborateurs on va vivre. Et donc à l'époque, tu avais 2 collaborateurs déjà. Eux aussi, ils étaient en 100% télétravail ? Non. Eux, ils venaient la plupart du temps au cabinet parce qu'ils avaient besoin un peu de cette structure, mais ils avaient la possibilité de ne pas venir parce que la première collaboratrice vivait à 1h30 de Paris et l'autre collaboratrice vivait à 1h15. Donc autant te dire que ça fait beaucoup de trajets. Ça peut être épuisant, surtout que venir sur Paris, c'est compliqué en véhicule. Et du coup, c'est vrai que parfois, quand elles en avaient besoin, elles pouvaient travailler de chez elles, et en tout cas, elles avaient tout à disposition pour travailler de chez elles, ce qui rendait quand même le boulot beaucoup plus confortable. C'était assez précurseur à ce moment-là, parce que il y a pas mal de cabinets qui ont été chamboulés par la période Covid, parce qu'il n'y avait pas du tout de télétravail. Donc toi, je pense que ça n'a pas été trop compliqué. Non. C'était déjà mis en place. Ouais, pour nous, le Covid, ça a été juste l'aboutissement de ce qu'on faisait déjà depuis un moment, mais ça a été, on n'a presque pas vu la différence finalement. Ça a juste fini de convaincre les collaborateurs que venir au bureau, c'est bien, mais il faut le limiter le plus possible. Non, on a vraiment pas vu, puisque là, on est quasiment 100% digital. Et à l'exception de quelques dossiers récalcitrants, mais qu'on digitalise nous-mêmes, du coup, forcément. Mais voilà, l'idée, c'est que n'importe qui peut faire la compta de n'importe où dans le monde. Et donc, cet expert comptable avec qui tu étais associé, il est resté combien de temps dans la structure ? Eh bien, parce que j'ai été très lent, il est resté 6 ans dans la structure, parce que donc j'ai terminé mon stage d'expertise comptable, mais j'ai eu la bonne idée de ne pas avoir mon attestation tout de suite et de ne pas passer mon diplôme tout de suite et de traîner, parce qu'en fait, plein de raisons. La première, c'est que j'étais, je pense, un petit peu fatigué par la création du cabinet, ce qui demande beaucoup d'énergie, et puis le développement, etc., m'ont vraiment un peu épuisé, donc j'avais pas forcément envie de me lancer tout de suite dans le diplôme. L'autre, et on en avait parlé ensemble, c'est parce qu'effectivement, je savais pas par quel bout m'y prendre. Tout simplement, on me dit, les épreuves écrites, c'est pas compliqué. On révise, on les passe et tout va bien. Le mémoire, c'est un autre débat. Et du coup, je savais pas comment y prendre, donc comme... Pour moi, en fait, la vision que je fais, quand on ne sait pas faire quelque chose, on va le repousser le plus longtemps possible. Et la procrastination à l'état pur. Et donc, j'ai procrastiné, en tout cas, sur ce diplôme pendant très longtemps, quitte à, du coup, ne pas pouvoir être indépendant et autonome à 100% sur mon cabinet, à devoir encore compter sur mon expert comptable associé de l'époque. Mais voilà, du coup, pendant 6 ans, il est resté avec moi, on a travaillé ensemble.
Tant mieux pour lui, tant pis pour moi. J'aurais gagné du temps et de l'argent à le faire plus tôt, mais j'avais pas l'énergie ou la foi de le faire. Et donc tu disais que c'était plutôt le mémoire qui t'avait peut-être un peu plus posé problème, mais tes écrits, tu les avais passés rapidement? C'était juste le mémoire ou... Je les ai passés tout de suite après avoir eu l'attestation. Donc début 2016, j'ai passé les écrits. Ça s'est très bien passé. Je conseille encore une fois l'AS4F. Réviser avec l'AS4F, que des bons profs, que des bonnes formations. Sup Expertise maintenant. Ouais, Sup Expertise, pardon, effectivement, tu vois, je suis très bien. Pour ceux qui sont sur Paris. Pour ceux qui sont sur Paris. Et effectivement, les professeurs, que ce soit Pénoat, Madame Bouldoir et tout ça, elles sont juste incroyables. Ils savent très bien préparer à ces formations et à ces épreuves. Et donc j'ai fait les 2 préparations aux écrits. Je me suis pointé là-bas et ça s'est passé sans trop de difficultés. Je crois que j'ai dû avoir 11 ou 12 à la révision et puis 15 à la déonto. Donc, ce qui est une bonne note, 11-12 à la révision, parce que c'est une épreuve qui est réputée difficile. Ouais, sachant que j'ai eu de la chance, c'est que, bon, comme tu as compris, mon parcours, c'est quand même beaucoup d'expertise comptable pure et 80% du sujet, c'est de l'expertise comptable pure. Donc, en fait, je me suis retrouvé face à des dossiers à réviser, en quelque sorte. Donc, aucune difficulté pour moi sur l'épreuve. J'ai eu que 12, mais c'était pas particulièrement compliqué. Et par rapport aux examens du DSCG, alors au droit à compta, tu trouves ça plus compliqué, plus simple? Le DSCG, pour moi, c'est vraiment l'épreuve charnière. C'est là où il faut vraiment s'accrocher parce que c'est du bachotage. C'est des choses qui sont complètement déconnectées de la réalité dans plein de cabinets. Oui, effectivement, on va. Tu fais pas de la conso tous les jours? Je fais pas de la conso tous les jours. Si je fais une fusion par an, c'est un miracle. Et voilà, valeur comptable, tout ça. Bref, pour moi, comme c'est ce que j'aimais pas en fait dans les études classiques de terminale, de première, tout ça, c'était la déconnexion avec la réalité. Et ben malheureusement, le DSCG pour moi, c'est en grosse partie déconnecté de la réalité. Donc, en tout cas, de mon point de vue, moi, j'ai dû me forcer à travailler et à vraiment rien lâcher. Alors que quand on arrive en DEC, les épreuves écrites, finalement, c'est des cas concrets qu'on est amené à voir de temps en temps. Oui, c'est des cas qu'on n'a sûrement jamais vus avant. Mais en fait, c'est pas plus compliqué qu'un de vos associés qui va arriver, vous déposer un bilan sur le bord de votre bureau et qui va dire démerde-toi avec ça. C'est exactement la même chose. Donc du coup, tu avais eu tes écrits, alors tu as procrastiné pendant combien de temps pour le mémoire? J'ai procrastiné encore pendant 2 ans avant de me lancer sur le mémoire. Tout va bien, vraiment tranquille. Et j'ai procrastiné jusqu'à ce que je fasse appel à une coach DEC à l'époque, Sandrine, qui elle en fait m'a complètement débloqué. En fait, je savais pas par quel bout m'y prendre, je savais pas quel sujet choisir, j'avais vraiment aucune idée. Et en fait, elle m'a posé des questions très simples. Elle m'a dit, mais t'aimes quoi dans la vie? Qu'est-ce qui t'intéresse? Et puis là, j'étais en train de faire... T'as remis en question tout ton parcours, tu t'es dit, je vais aller élever des chèvres. Non, en fait, ouais, elle m'a plutôt essayé de prendre qu'est-ce que je pourrais utiliser dans mes passions ou mes hobbies, ou en tout cas des choses qui m'intéressent, pour en faire un mémoire d'expertise comptable. Et moi, ce qui m'intéressait à l'époque, j'étais un peu sur la vague Tim Ferriss, la semaine de 4 heures et tout ça, donc un petit peu comment est-ce qu'on développe un business quasiment automatique et tout ça. Et du coup, je m'étais pas mal intéressé au dropshipping. Et puis elle m'a dit, fais-en un mémoire. Tu peux expliquer ce que c'est un dropshipping? Ouais, le dropshipping qui est très très mal vu aujourd'hui, mais qui peut être fait d'une bonne façon si on s'y prend bien. C'est en français la livraison directe. Je savais pas qu'il y avait un équivalent français, personne n'utilise, je pense. C'est ceux qui ont écrit un mémoire sur dessus. Mais tu pouvais pas dire dropshipping tu peux le dire dans ton mémoire, mais dans le titre, il fallait que ce soit français. En tout cas, moi, je l'ai laissé français pour éviter toute complication avec mes examinateurs et ça s'est très bien passé. Et donc, en fait, le dropshipping, c'est un système où le vendeur est finalement un intermédiaire. Et donc, en fait, le client va sur le site internet du vendeur, passe la commande et l'intermédiaire va passer la commande chez le fournisseur qui va directement livrer le client. Donc, il n'y a pas de stock. Il n'y a pas de création de produit, il n'y a rien en fait, c'est juste une plateforme d'intermédiaire marketing en quelque sorte. Ouais, c'est en gros faire un peu un beau site, une marque qui fait vendre, mais sans les tracas. Exactement, sans les tracas administratifs. Et donc c'est un peu mon cheval, un de mes chevaux de bataille en ce moment, c'est de lutter pour le dropshipping un peu éthique, même si c'est très difficile à faire, même si c'est très compliqué. C'est combattre un peu tous ceux qui vont sur les sites classiques, genre AliExpress, Big Buy et tout ça, qui achètent des produits merdiques, qui défoncent la planète et qui sont vraiment mauvais pour tout le monde, plutôt pour promouvoir à la place un dropshipping un peu plus vert, un peu plus éco, où en fait on va aller voir des artisans
qui n'ont pas forcément la possibilité de créer un site internet ou qui n'ont pas le temps de faire du commercial, de la prospection, qui ont envie de vendre en ligne, et ben en fait finalement ils vont passer par un dropshipper qui va les mettre en avant sur son site, qui va expliquer leur histoire et qui va en fait faire vraiment le boulot pour moi du dropshipper, c'est d'être intermédiaire, c'est de créer une image, mais c'est aussi de valoriser les personnes avec qui on travaille. Et c'est vraiment ça, à mon avis, qui fait le sens du dropshipping aujourd'hui. Et donc, tu as passé ton mémoire, alors tu l'as eu du premier coup, si j'ai bien compris. Ouais, je l'ai eu du premier coup avec un 15 sur 20, donc j'étais plutôt content. C'est une bonne note. Mais ce que tu me disais aussi quand on a discuté juste avant, c'est qu'au final, sur ta promo, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient diplômés à l'heure actuelle. Ouais, exactement. En fait, sur notre groupe de stagiaires experts comptables, je crois qu'on était 17 ou 18. Déjà, à la fin de la deuxième année, comme c'était un groupe DSCG incomplet, je crois qu'on était plus que 9 ou 10. Il y avait une grosse partie de DSCG incomplet. Oui, parce qu'effectivement, DSCG incomplet, on peut faire 2 premières années de stage. La troisième, il faut... c'est pas possible, tant que c'est incomplet. Il faut valider son DSCG. Exactement, il faut commencer par valider le DSCG. Et plus on vieillit, plus c'est dur de valider le DSCG, clairement. Et après, même sur les 9 qui restaient de mémoire, je crois qu'on est peut-être 3 ou 4 aujourd'hui à être diplômés. Donc oui, en fait, une fois, si tu vas jusqu'au bout, tout le monde va être diplômé, mais c'est avant que l'écrémage va se faire. Oui, une grosse déperdition déjà en DCG, en DSCG, et même quand on a commencé son stage, alors ça veut dire que c'est pas parce qu'on commence qu'on va arriver au bout, quoi. Non, et puis effectivement, il y a plusieurs choses qui se passent aussi. C'est que tu vas être confronté à la réalité, finalement, de ce que c'est que l'expertise comptable pendant plusieurs années quand tu es en stage. Et c'est peut-être pas du tout ce que tu attends, c'est pas ce que tu as envie de faire. Ta vie familiale, elle va changer aussi, parce que j'ai pas d'enfant, donc c'était plus facile pour moi, j'avais du temps de le faire, mais j'imagine pour une femme en étant enceinte ou pour un jeune père en devant se lever toutes les nuits pour s'occuper des couches, dégager en plus le temps de faire le stage, de faire les rapports et de faire le mémoire et de préparer les écrits, c'est hyper compliqué. Je crois ça arrive des fois qu'il y ait des femmes qui sont enceintes jusqu'aux dents, entre guillemets, qui vont bientôt accoucher, qui sont en train de passer leurs épreuves, que ce soit écrites ou orales. Vu que ça tombe à peu près dans les âges 25, 30, 35 en général où on fait aussi des enfants, c'est pour ça que c'est compliqué des fois de passer le deck, mais en tout cas c'est pas pour faire peur non plus, mais en tout cas même quand on est rendu au stage, c'est pas parce que tu commences que tu vas forcément avoir ton deck. Et donc quand tu l'obtiens, alors comment ça se passe? Tu fais sortir l'autre expert comptable? Ouais, en fait il a été hyper honnête par rapport à ce qu'il m'avait dit, mais tu leur dis le jour où tu es diplômé, tu viens, tu signes les parts et tu récupères tes parts de cabinet, tu deviens 100% propriétaire de LDAE. Et effectivement, il a tenu sa parole comme personne. Le lendemain où j'ai pu être inscrit à l'ordre des experts comptables, j'étais en train de signer les documents dans son cabinet. Donc ça s'est fait très bien. Effectivement, là, c'est le soulagement total en fait, parce que tu es enfin libre de tout. Donc tu as la responsabilité totale. Tu peux plus compter sur qui que ce soit, mais c'est à toi, ton bébé, quoi. Enfin, c'est un des sentiments les plus grisants, et tu vois, ça va faire un peu plus de 3 ans, mais j'ai presque des frissons quand j'en parle, parce que c'est vraiment un des meilleurs trucs qui me soit arrivé. Et donc du coup, tu étais tout seul, et ça t'a pas fait peur d'être tout seul, ou t'as pas voulu retrouver forcément un autre associé ou... Non, j'ai un caractère assez indépendant, je pense. Donc moi, l'association, j'y crois en partie. J'ai eu l'occasion en plus de travailler sur d'autres projets, on y reviendra si tu veux, où j'ai été associé, mais du coup je voulais vraiment que pour ce cabinet, je voulais être le maître à bord, pouvoir vraiment donner le cap que j'ai envie, et plus les années passent, en fait plus maintenant mon cap il est assez clair vers quoi je veux aller, et en étant seul finalement c'est plus facile d'imprimer ta marque que quand tu dois en plus embarquer un ou plusieurs associés. C'est plus facile d'être d'accord avec soi-même que... Ouais, normalement. Tu rigoles, mais parfois on n'est pas forcément d'accord avec soi-même et on se fait des conversations et ça peut être très très long. Et j'ai plein de techniques que j'ai appris en coaching justement pour arriver justement à être d'accord avec moi-même et à trouver l'orientation qui me tente. Mais en tout cas, c'est plus facile d'avoir une seule personne à convaincre soi-même plutôt que 2 ou 3 associés. Et tu disais que du coup tu étais associé sur d'autres projets, alors c'est quoi Alors en fait en 2016, donc je n'étais pas diplômé à l'époque, mais un de mes amis, un très bon ami à moi, venait d'être diplômé. Il m'a dit viens, on monte un cabinet d'expertise comptable et on se destine qu'au freelance et on va appeler ça WheezyFin. Et j'ai fait écoute, formidable, moi j'ai envie de monter un autre projet. C'est ce que je te disais en fait, dans notre métier, pour moi
la façon vraiment de tenir bon et d'être toujours performant, c'est d'avoir en fait des bulles d'air, un peu comme toi tu peux faire avec ton blog, avec ton podcast. Moi, c'était d'avoir des projets en parallèle. C'était toutes les activités que j'ai pu faire. Et donc, Fabien vient me voir et me dit, viens, on monte un cabinet. Donc là, on commence à monter un cabinet mais de façon hyper pro. C'est-à-dire qu'on on recrute une personne qui fait du lean et du lean management, donc vraiment une technique d'organisation finalement de notre production comptable, et on reprend tous les process de A à Z en disant alors voilà, là on peut standardiser, on peut automatiser, voilà ce qu'on peut faire, etc. Pour ne pas en perdre une miette, entre guillemets, ne pas perdre de temps et ne pas... Exactement. Souvent dans l'industrie, ne pas avoir de déchets, etc. Mais du coup, ça peut s'appliquer alors au cabinet d'expertise comptable. Et ça s'applique parfaitement au cabinet d'expertise comptable. Et si vous avez l'occasion, j'en connais des très bons, donc n'hésitez pas à me solliciter. Mais non, trêve de plaisanterie. Tu feras une petite com et l'affiliation. Non, c'est une pote en plus, donc il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, effectivement, on a commencé à travailler là-dessus. On a développé la marque, on a développé le projet, on a récupéré nos premiers clients. Et là, en fait, Fabien s'est rendu compte que pour vivre d'un cabinet d'expertise comptable qui repart à zéro, où il n'y a pas du tout de clientèle, ça va être un peu long. Et en parallèle, lui, il faisait beaucoup de missions de conseil dans les banques, l'assurance et tout ça, qui étaient extrêmement rémunérateurs. Donc, plus rémunérateur que la tenue comptable. Bien plus rémunérateur que la tenue comptable dans un premier temps en tout cas, puisque la tenue comptable est rémunératrice, mais à terme, il faut avoir une équipe, il faut avoir une organisation, mais c'est sûr que sur les 100 ou 110 premières missions, ouais, tu te payes correctement, mais tu bosses tout le temps, donc c'est pas forcément beaucoup d'intérêt. Et donc à ce moment-là, il me dit écoute, moi je vais transformer en fait WheezyFin en cabinet de conseil et en cabinet de placement de freelance. Et par contre, toi tu vas récupérer justement toute la partie expertise comptable parce que c'est ce que tu aimes faire et t'es pas trop mauvais là-dessus. Donc on bosse toujours ensemble, on est toujours associés, c'est-à-dire que je suis le partenaire expert comptable de tous ces freelances. Et donc dès qu'il a quelqu'un qui rentre dans sa communauté qui cherche un expert comptable, en général ça passe par nous, donc ça c'est assez chouette. Mais tout ça pour dire qu'effectivement ce projet d'association c'était intéressant, mais qu'effectivement très vite on a eu une différence de vision de la chose. C'est que moi ça me dérangeait pas d'investir du temps dans le développement d'une activité, même si c'était dans 5 ou 10 ans que ça serait rémunérateur. Lui, il avait besoin à ce moment-là d'une activité plus rémunératrice, et ce que je peux comprendre totalement. Il s'est orienté vers quelque chose qui aujourd'hui marche extrêmement bien, donc je pense qu'il a eu totalement raison. Mais en tout cas, voilà, quelque chose de différent. Ouais, ça, c'était un des premiers projets effectivement où j'ai été associé. Et le deuxième projet où j'ai été associé, c'est un petit peu plus récent, c'était il y a 4 ans. J'ai racheté un bar avec 13 associés dans le 5e arrondissement. Donc voilà, ça a permis de voir aussi un autre aspect de l'entrepreneuriat, plutôt dans un commerce de liquide, mais c'était une super bonne expérience. Ça me permet aussi de voir que en tant qu'expert comptable, on a plein d'atouts et d'avantages quand on est sollicité pour des projets entrepreneuriaux, parce qu'on a une vision en fait hyper globale de l'entreprise, et tout de suite en fait on est vraiment une pièce centrale de n'importe quel projet, quoi. Ouais, direct, si tu vois qu'il y a un expert comptable dans les associés, tu te dis je sais pas si vous avez cherché à obtenir des prêts ou autre, mais je pense que ça peut aider aussi. Exactement, oui, que ce soit pour les prêts, pour calculer tes coûts de revient, pour voir ce que tu peux faire, ne pas faire, etc. Forcément, quand tu as la vision d'un expert comptable, je pense que c'est hyper utile et valorisant pour n'importe quel projet. Et est-ce que, du coup, le premier projet dont tu m'as parlé avec la personne qui était embauchée pour faire du lean management, est-ce que ça t'a pas donné des idées, du coup, de choses à faire dans ton propre cabinet ? Si, tout à fait. Et en fait, on a gardé une grosse partie de ce qu'on avait développé en lean management, justement, pendant cette création. Je l'ai réappliqué directement dans mon cabinet au fur et à mesure, parce qu'en fait, finalement, ce qu'on a vu, c'est des choses qu'on retrouve dans tous les cabinets, que ce soit le process d'onboarding client, enfin quand tu vas récupérer ton premier client, comment est-ce que tu standardises la réponse que tu lui envoies, comment est-ce que tu standardises les documents que tu vas lui demander, créer toute en fait ta chaîne de connexion finalement que tu vas avoir quand tu as un client qui rentre chez toi, pour aller le plus vite possible. Ça, c'est quelque chose que, évidemment, on a mis en place derrière. Si, tout a servi, et je regrette pas une seule seconde d'avoir monté WheezyFin avec Fabien à l'époque, parce que c'était un super projet. En plus, on s'est vraiment bien marré. Fabien, c'était un copain à la base, donc on a bossé avec un de ses amis. Quand tu déconnectes un peu le côté de l'argent, parce qu'on voulait pas forcément se rémunérer dessus tout de suite, c'est juste du plaisir, hein.
Et du coup, maintenant que tu es vraiment expert comptable et puis que tu es l'expert comptable, le seul expert comptable de ton cabinet, alors quelles sont tes missions ? Est-ce que c'est vraiment différent de ce que tu faisais avant pendant ton stage ou quand tu étais collaborateur ? Est-ce que tu fais encore de la prod ? Est-ce que voilà. Alors oui, mais je vais casser le mythe, mais oui, je fais encore de la prod. Déjà parce que j'aime bien ça. C'est très bizarre à dire, mais la prod, quand t'enlèves la saisie comptable pure et la saisie des relevés bancaires, c'est assez rigolo. Ça peut te détendre et puis c'est pas non plus un moment désagréable à passer. Après, effectivement, mes missions, elles ont changé parce que depuis un petit moment, en fait, j'essaye vraiment de basculer du côté super chef de mission, qui est un peu finalement la posture dans laquelle tu te retrouves quand tu deviens expert comptable, à chef d'entreprise. Et pour moi, chef d'entreprise, c'est là que je vais passer beaucoup de temps aujourd'hui à organiser le cabinet, à organiser les tâches, à organiser les process, à travailler sur la stratégie, sur la communication, sur le recrutement, bref, à faire beaucoup de choses qui vont être très différentes de ce que je faisais en tant que super chef de mission en quelque sorte. Donc en fait, c'est des missions qui se sont rajoutées à ta casquette, mais est-ce que tu passes plus de temps au taf du coup ou... Non, en fait, j'ai commencé à pas mal déléguer la partie prod, donc effectivement j'en fais quand même beaucoup moins qu'avant et je vais être amené à en faire de moins en moins. Mais oui, effectivement, je suis passé de 80 à 90% de production à aujourd'hui, je pense, je fais 55-60% de production. Et l'idée, c'est vraiment de tomber à 30% max, de garder juste un petit peu le coup de main et le coup d'œil, parce que c'est quand même facile, je trouve, quand tu fais la production, de trouver comment mettre en place des bons process, comment optimiser ton cabinet. Si tu as un peu le nez dedans, tu vois tout de suite, en fait, où est-ce que ton collaborateur, tu vas pouvoir l'aider et l'accompagner pour justement lui faciliter la tâche. Et comment tu fais justement, par exemple, par rapport à ces process, comment tu les formalises, quel outil tu utilises ? Ouais, alors du coup, pour la formalisation des process, moi j'utilise Notion, qui est un peu l'outil à la mode en ce moment, qui est un genre de super base de données géante, mais dans lequel tu peux faire absolument tout et n'importe quoi. Et en fait, Notion, ça va me servir à plusieurs niveaux. Ça va me servir pour les process internes du cabinet. Donc en gros, si tu as besoin de savoir comment est-ce que tu sors une liasse fiscale, tu vas dans la FAQ Notion que j'ai pour les collaborateurs et tu vas avoir toutes des étapes bien expliquées pour justement savoir le faire. On va avoir aussi une FAQ client. Avec toutes les réponses qu'on va pouvoir donner à nos clients régulièrement, on alimente une base de données géante pour que si jamais on a une interrogation qui est souvent la même et qu'on va retrouver d'une année sur l'autre, on puisse avoir accès tout de suite à l'information, qu'on ne soit pas obligé de tout rechercher, tout ressaisir. Ou de solliciter le superviseur, l'expert comptable pour entre guillemets, un truc basique, mais si on ne l'a jamais fait, on ne sait pas le faire. Exactement. Et puis le dernier truc, c'est qu'on est en train de mettre ça en place pas mal, c'est ce qu'on va appeler des fiches missions, c'est-à-dire que pour chaque dossier, on essaye de faire un petit récap de comment on traite ce dossier, pour les dossiers qui sont un peu spécifiques ou qui ont des activités un petit peu particulières et qu'on n'aurait pas tendance à traiter de la même façon que 99% de nos autres dossiers. Donc ça, vraiment, on a cette partie base de données géante qu'on utilise dans Notion, qui est un outil formidable, qui est un outil en plus gratuit quand tu commences à le mettre en place, donc qui vaut le coup d'être testé, mais qui demande un petit peu de temps d'apprentissage parce qu'il est très complet, on peut faire énormément de choses. Mais du coup, comme tous les outils très complets, y a beaucoup de fonctionnalités à comprendre. Donc moi, typiquement, j'ai suivi une formation pour apprendre à m'en servir. Parce que tout seul, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué, ou en tout cas, j'avais pas le temps de m'y pencher tout seul. Et pour ceux qui nous écoutent, qui sont même peut-être encore étudiants, ça peut vous être utile aussi pour tout ce qui est révision, faire des plannings, faire des to-do list. Voilà, ça peut être utile pour faire plein de choses. Donc là, c'est plutôt ce sur quoi tu travailles en ce moment, et en plus tu publies aussi des fois sur LinkedIn à ces sujets-là. Alors comment ça t'est venu l'idée de publier sur LinkedIn, parce que tu fais partie des rares experts comptables qui publient quand même, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que ça t'a pas fait peur de publier ? Dans quel but tu publies ? Alors en fait, j'ai eu cette envie qui a démarré l'année dernière, en 2021, pendant que j'étais en train de faire tout mon processus d'apprentissage de coach certifié. Et en fait, j'ai commencé à écrire comme ça, un petit peu pour m'amuser, 2-3 articles que j'ai publiés sur mon blog. Puis j'ai laissé passer du temps, j'en ai plus jamais reparlé.
Et puis je me suis dit, tiens, fin 2021, si on se lançait un nouveau défi, on va essayer de publier tous les jours pendant 30 jours et on va voir ce que ça donne. C'était un truc qui s'appelle Ship 30 for 30. C'est un genre de formation où on t'explique comment publier sur Twitter notamment, tous les jours pendant 30 jours. Donc tu vas avoir des cours qui vont te donner un petit peu la motivation nécessaire, qui vont t'expliquer comment tu trouves tes sujets, comment tu trouves tes cibles, à qui tu vas parler, ce genre de choses. Et j'ai commencé comme ça pendant 30 jours. Puis arrivé à la fin de ces 30 jours, je me suis dit, tiens, je vais en faire 30 de plus, puis 30 de plus, et 30 de plus, et je suis arrivé à quasiment 6 mois d'affilée en publiant tous les jours. Là, je me suis un peu calmé ces derniers temps parce que ça prenait quand même un temps assez considérable. Mais en tout cas, ça m'a permis vraiment de lancer ça. Et à ta question, est-ce que j'ai eu peur ? Non, pas du tout, parce que je publie déjà pour moi, et en fait, je pars avec l'idée en tête que même si ça n'est utile qu'à une seule personne, ça valait le coup de le publier. Et donc, du coup, quand je publie quelque chose, je me demande toujours, est-ce que je vais pouvoir donner une idée ou une information que moi, j'aurais aimé connaître il y a quelques années, qui aurait pu m'aider. Et c'est un peu pour ça aussi que j'ai décidé de publier essentiellement sur l'organisation des cabinets d'expertise comptable, sur toutes ces choses-là, en fait, qui sont ma passion, clairement. Comment est-ce que tu organises ? C'est un peu le côté ingénieur, comment est-ce que tu organises, comment est-ce que tu améliores tes process, ce genre de choses. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de demandes là-dessus. Ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes, bon, toi notamment, mais j'ai fait des dizaines de visios avec des gens que j'ai rencontrés sur LinkedIn où on a pu échanger sur nos pratiques, sur nos visions du métier, sur comment est-ce qu'on voyait en fait finalement l'organisation du cabinet de demain. Ça m'a permis d'avoir des opportunités professionnelles, que ce soit en termes de clients, parce que j'ai des clients qui sont venus me voir en me disant ça a l'air vachement bien ce que vous faites, du coup j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Oui, des clients totalement par hasard, mais en fait qui se sont rendus compte que si je suis à peu près organisé dans la gestion de mon cabinet, c'est que je vais pouvoir organiser pour les gérer eux. Et donc c'est assez rassurant finalement pour ton client aussi. Peut-être comparé à... C'était peut-être des clients qui avaient déjà un expert comptable, mais cet expert J'ai eu les deux. Peut-être qu'il n'avait pas le temps vraiment des fois de vraiment accompagner le client parce que c'était pas bien organisé en interne et que t'as à peine le temps pour faire tes échéances, ça va être compliqué pour faire toute la partie valeur ajoutée. Ouais, et puis c'est aussi, je pense aujourd'hui que c'est une demande qu'on a de plus en plus, et moi c'est une des missions que j'essaye de vendre aujourd'hui et que je commence à arriver à vendre, c'est comment est-ce que tu accompagnes tes clients justement à s'organiser eux-mêmes pour justement dépasser en fait l'idée juste que ton client en fait quand il crée sa boîte, souvent il crée son travail, mais il crée pas une société. Il crée juste un job. Et en fait, en organisant bien sa société, on va pouvoir l'aider à créer en fait vraiment une vraie structure dans laquelle il va peut-être encore faire un peu son job parce que c'est marrant et ça l'amuse, mais il va surtout arriver à déléguer, à mettre en place des process, à mettre en place une équipe, ce genre de choses, pour justement pouvoir faire grossir sa structure et que ça soit plus juste dépendant de lui. C'est un peu ce que tu fais où tu es passé d'expert comptable et tu essaies de passer chef d'entreprise. Et du coup, c'est vrai que les gens qui vont suivre un peu ce que j'écris, ils vont pouvoir en fait se rendre compte que oui, c'est un process, mais que ça se fait très bien et qu'en plus, moi, je vais peut-être être amené à les aider. Même si à la base, j'écrivais surtout, je vais pas te mentir, pour me faire plaisir, pour nourrir un peu ce côté créatif qui peut être un petit peu manquant dans notre milieu. Finalement, l'écriture, c'est un peu un exutoire. Tu parles de ce que tu as envie, ça te permet de mettre tes idées au clair, ça permet de donner de la motivation, de réfléchir à d'autres projets, d'essayer d'autres choses. En vrai, l'écriture, pour moi, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant et que je recommande à beaucoup de personnes. Je faisais pas mal de pratiques, genre d'écrire dans un journal le matin et tout ça, pour mettre mes idées un peu au clair le matin. En fait, j'ai juste arrêté cette pratique pour les mettre au clair sur Internet. C'est juste un transfert d'écriture, même si j'écris pas, heureusement pour les gens qui me lisent, la même chose. Mais voilà, c'est vraiment en fait ça nourrit ta créativité finalement, l'écriture. En plus, si ça peut servir à une, voire plus de personnes, c'est toujours mieux. Et du coup, tu parlais au niveau client et échange. Et est-ce que ça t'a apporté des choses, avec les difficultés de recrutement, etc. Est-ce que toi, tu as des difficultés à recruter ou pas ? Alors, pour l'instant, j'ai de la chance. J'ai pas de difficulté à recruter. Là, je viens de recruter deux alternants en reconversion professionnelle de 27 et 28 ans. Expliquer un peu l'histoire. Tu sais que tu as fait un poste justement que tu devais en recruter qu'un. Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est parti très simple. J'ai mon plan d'organisation de cabinet sur les 5 prochaines années que j'ai remis à jour il n'y a pas très longtemps, parce que maintenant que j'ai atteint mes premiers objectifs, je sais où je veux aller. Et dans ce plan, ça nécessite de recruter plusieurs personnes. Et dans ce recrutement, je me suis dit, je vais
commencé par recruter un apprenti en me disant comme ça je vais pouvoir le former et puis l'intégrer à mon équipe et ça sera formidable. Donc je poste une annonce sur LinkedIn, sur Twitter, sur Lamaconta. Merci Lamaconta, très très bien. Et dans la foulée, je reçois pas mal de candidatures, une dizaine de candidatures dans les jours qui suivent. Donc je recrute cette première personne, enfin je rencontre cette première personne, Anthony, avec qui il y a un très bon feeling, 28 ans, hyper motivé, il a envie de comprendre ce que c'est que la compta, il a envie de s'impliquer. Et je me dis, lui, clairement, j'ai envie qu'il bosse avec moi. Puis le lendemain, je reçois un coup de fil d'un de ses copains, Hugo. Et je me dis, je vais le prendre en entretien aussi. On commence à discuter. Je me dis, mais lui aussi, il est quand même formidable. Puis il m'explique un peu son histoire, que c'est son pote qui lui a passé l'annonce parce qu'ils ont bossé de façon collaborative en se disant, au moins, il y en aura peut-être un de nous deux qui sera pris chez LDAE. Donc ça vaut le coup qu'on passe l'entretien tous les deux et tout. Et je me suis dit, avec un état d'esprit aussi collaboratif, ça vaut le coup de prendre les deux. Parce qu'en fait, ils vont arriver à bien travailler ensemble. Ils ont une bonne mentalité tous les deux. Et je pense que la technique, ça s'acquiert vraiment facilement. L'important pour moi, c'était vraiment de recruter des valeurs, de recruter un comportement, une capacité de travail, mais pas forcément de la technique pure que je pourrais leur enseigner en quelques mois. C'est une jolie histoire. Et tu disais tout à l'heure, alors que quand tu as commencé à publier sur LinkedIn, c'était aussi par rapport à ta formation de coach. Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as fait cette formation et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, en fait, l'histoire, ça remonte à pas très longtemps. C'était fin 2020. Je suis arrivé à un moment où je me suis dit, le conseil en tant qu'expert comptable, c'est génial. Sauf que ça serait bien que mes clients suivent mes conseils de temps en temps. Parce qu'on a tous eu ces clients qui viennent nous voir en nous disant « Non, mais là, je comprends pas, qu'est-ce que vous feriez ?» On lui donne ce qu'on pense être le mieux, puis on se rend compte qu'ils ont fait le contraire le lendemain. Et là, je me suis dit, en fait, il y a peut-être un problème au niveau du conseil qu'on donne et notre façon de le donner. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on va pouvoir apprendre à donner un conseil qui soit plus pertinent, qui soit meilleur pour son client, mais tout en restant toujours dans notre cadre d'expert comptable. Et je me suis dit, en fait, coach, ça a l'air d'être quand même pas mal parce que c'est pas psychologue, mais ça nécessite des compétences de psychologue. Et en même temps, ça permet vraiment d'arriver à cerner la problématique du client et ça va l'aider à avancer. Et du coup, je me suis lancé dans cette formation qui était à Bordeaux en 2021 pour devenir justement coach certifié. Et donc, c'est une formation où 3 jours par mois, tu es en présentiel. Et en parallèle, tu dois coacher entre 3 et 10 heures par semaine, en plus, justement, pour apprendre à te former, pour t'entraîner. L'idée, c'était de devenir à la base coach pour les dirigeants que j'accompagne. C'était vraiment mon plan. Plan qui a légèrement dévié parce qu'en fait, aujourd'hui, j'utilise mes compétences de coaching pour accompagner mes dirigeants, mais sans dire que c'est du coaching. C'est-à-dire que très souvent, en fait, je vais me servir du questionnement que tu vas pouvoir apprendre en coaching pour justement les aider à y voir plus clair, pour comprendre quelles sont leurs vraies problématiques, pour vraiment faire émerger leurs besoins et en fait trouver ainsi la solution qui va vraiment s'appliquer pour eux et qui va être utile pour eux. Et c'est ça qui est assez formidable avec le coaching, c'est que tu donnes du conseil sans donner du conseil. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais te dire monsieur, tu dois faire ça pour t'en sortir. C'est moi, je vais lui poser plein de questions. Et en fait, à force de lui poser des questions, ça va faire émerger une prise de conscience. Et cette prise de conscience, ça va vraiment les aider à trouver la solution qui va s'appliquer pour eux et en plus qu'ils vont avoir envie de mettre en place. Ils vont avoir l'impression que ça vient d'eux, en fait. Et bien parce que ça vient d'eux, en plus, c'est même pas une impression, c'est ça qui est formidable. Hein. C'est que c'est typiquement le coaching, c'est l'idée de faire accoucher les esprits. C'est qu'en fait, tu vas chercher à travers un questionnement qu'est-ce qui va s'appliquer pour eux et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, voilà, ça c'était vraiment mon idée. Et c'est ce que j'utilise aujourd'hui, mais de façon assez disparate. C'est-à-dire que je fais rarement des séances de coaching pour mes dirigeants. Ça m'arrive quand ils en ont besoin. Mais je vais surtout, en fait, au cours d'entretiens ou de rendez-vous, je vais utiliser des techniques de coaching, justement, pour arriver à trouver quelque chose qui s'applique vraiment à leur situation. Et en parallèle, pendant ma formation, j'ai fait pas mal de coaching perso, développement personnel, c'est-à-dire confiance en soi, syndrome de l'imposteur, toutes ces petites choses-là auxquelles on est confronté régulièrement. Ça m'a pas mal plu et j'ai eu la chance d'accompagner une dizaine de personnes là entre 2021 et 2022 sur toutes ces problématiques. Et je garde un petit peu justement ce côté coach développement personnel, un peu par plaisir, parce que c'est hyper valorisant, c'est intéressant, ça nécessite de la créativité. Bref, c'est un peu une bulle d'air quand on est expert comptable. Et donc tu disais qu'au final, ça faisait partie de tes conseils aussi un peu d'expert comptable, donc c'est-à-dire que tu ne vends pas vraiment forcément la mission de coaching aux dirigeants, enfin ils ne te payent pas pour ça, c'est inclus dans la prestation, on va dire, d'expertise comptable.
Ouais, tout à fait. Alors, en fait, aujourd'hui, on commence à en vendre un peu. On vend surtout des coachings pour la création d'entreprise. Par exemple, un dirigeant qui vient nous voir, où il a une idée de projet, mais il ne sait pas exactement où il veut aller. Et ben, en 3 à 5 séances, je vais l'accompagner sur du coaching. Et en même temps, on va faire de l'expertise comptable à côté. Donc, on va travailler sur son business plan, on va travailler sur le choix juridique, ce genre de choses. Mais on va faire un mélange des deux. Ça, c'est quelque chose que je fais de plus en plus parce que ça répond vraiment à une demande. Et je pense que c'est vraiment très utile dans le sens où ça va permettre de valider ou non un projet. C'est-à-dire qu'un client qui vient nous voir, si on peut vraiment travailler en profondeur avec lui sur ses vraiment motivations et sur ce qu'il attend et sur ses besoins, ça va l'aider à aller beaucoup plus loin que si on lui va juste lui dire bah tiens, je te fais un business plan, je te sors ta SS et on n'en parle plus. Et du coup, l'entrepreneuriat, ça me fait rebondir sur une autre activité que tu avais eue, c'est-à-dire que tu avais été prof. Alors, comment ça s'est fait ? Est-ce que c'est toi qui avais la volonté ? Est-ce qu'on est venu te chercher ? Et tu as été prof de quoi ? Est-ce que tu es toujours prof aujourd'hui ? Non, je ne suis plus prof aujourd'hui. Je l'ai été pendant un peu plus de 4 ans. Oui, en fait, on est venu me chercher parce que c'était quelqu'un qui a une école, qui tient un BTS dans plusieurs endroits en France, à Bordeaux, à Lyon, à Nice et à Paris, qui avait besoin d'un prof de compta pour animer justement les cours de comptabilité générale pour le niveau BTS. Et en même temps, il cherchait à me lancer une option entrepreneuriat. Et je me suis dit, tiens, j'ai jamais fait d'enseignement. Je vais essayer, ça va être marrant. Puis bon, je me suis un peu mis dedans. Alors, je ne vais pas te cacher que les premières fois, c'est hyper stressant, hein. Quand tu te retrouves devant des étudiants, que tu ne sais pas trop, que tu oublies un peu ton cours, tu ne sais pas trop où tu vas aller et tout. Et puis en fait, au fur et à mesure que tu le fais, c'est hyper valorisant, c'est gratifiant. Et ça devient un jeu, dans le sens où en fait, tu vas toujours essayer de trouver la solution pour rendre ton cours le plus intéressant possible. Est-ce que tu vas mettre plus d'exercices ? Est-ce que tu vas mettre plus de cas concrets ? Est-ce que tu vas faire plus d'interactions avec tes élèves ? Ce genre de choses. Et donc, en fait, la première année, tu poses un peu tes bases où tu essaies de comprendre ce que tu vas faire. Puis les années suivantes, en fait, tu vas t'organiser de plus en plus pour faire en sorte que ton cours soit sympa, agréable et que tes étudiants aient envie de revenir. Et donc j'ai fait ça pendant 4 ans et j'ai terminé ce parcours d'enseignement, en tout cas temporairement, ce parcours d'enseignement, après avoir été recruté par une école en ligne qui m'a demandé d'enregistrer un MOOC pour eux pendant un MOOC qui durait quasiment 4 heures sur justement tout ce qui est entrepreneuriat et stratégie d'entreprise. Donc ça, c'était une très bonne expérience extrêmement difficile parce que tu te retrouves face à une caméra où tu dois lire ton texte sans lire ton texte, où tu dois en fait arriver à faire en sorte que ton cours soit vivant alors qu'en fait tu parles à une caméra et c'est très spécial. Donc c'est des heures et des heures de répétition. Tu as un coach scénique à côté de toi qui est toujours en train de te reprendre, en train de dire tiens-toi droit, parle avec le dos, articule bien, prononce l'avant-dernière syllabe, ce genre de choses. Bref, c'était une super expérience, épuisant aussi, mais je trouvais ça génial. Et dans les cours d'entrepreneuriat, par exemple, on parle de quoi Mais entrepreneuriat de base, en fait, l'idée, c'était que je donnais toutes les clés en 12 heures à un étudiant qui voulait se lancer dans la vie active en tant que chef d'entreprise l'année d'après. C'est-à-dire qu'on prenait toutes les bases sur comment est-ce qu'on fait une étude de marché, comment est-ce qu'on regarde si son projet est viable, où est-ce qu'on s'installe, quelle structure juridique on choisit, comment on fait un business plan, ce genre de choses. Vraiment, je leur donnais toutes les clés avec pas mal d'exercices concrets. Et l'idée, en fait, c'était déjà pouvoir leur dire, vous voyez déjà typiquement un truc simple, il y a 4 grandes sociétés qui existent quand 4 grandes formes, en tout cas, d'activités qui existent. La micro-entreprise, l'entreprise individuelle, la SAS, la SARL. Et déjà, juste leur donner les bases pour qu'ils comprennent et qu'ils ne soient pas forcément perdus à ce moment-là devant toute la complexité qu'on peut avoir en France sur ça. Donc vraiment, c'était un module qui durait 12 heures sur 2 jours où on faisait de l'intensif toute la journée avec de la théorie et de la pratique en permanence. Et du coup, toi, c'est une expérience qui t'a quand même plu, l'enseignement. Après, c'était peut-être une histoire de temps aussi, t'avais plus trop le temps. Ouais, j'ai arrêté pour 2 raisons. J'ai arrêté parce que j'ai déménagé dans le sud-ouest à temps plein en 2018 et les cours étaient à Paris en partie et s'ils n'étaient pas à Paris, ils étaient à Nice et à Lyon. Donc ça m'obligeait à me déplacer régulièrement, ce pourquoi j'avais pas forcément le temps ou l'énergie de le faire. Et puis parce que, en fait, après avoir fait 4 années pleines scolaires, c'est toujours un peu la même chose et j'avais pas forcément envie de continuer toujours dans ce rythme-là. Je voulais voir autre chose, je voulais me dégager du temps pour faire autre chose, pour faire d'autres formations pour moi-même et développer d'autres activités.
Et t'as gardé quand même un petit côté enseignement. Après, c'est pas des personnes du même âge, mais en tout cas pour peut-être le deck, est-ce que tu peux expliquer un peu? Ouais, tout à fait. Et en fait, du coup, une des choses que m'a apporté aussi le fait d'écrire en ligne, c'est de me faire aussi connaître pour les conseils que je donne sur la préparation du mémoire d'expertise comptable. En réalité, le mémoire d'expertise comptable, j'ai mis très longtemps à me mettre dedans, mais une fois que je me suis mis dedans, j'ai compris, je pense, la philosophie de ce qui était attendu, et je trouve ça passionnant. Et du coup, j'ai publié quelques articles dessus, et j'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir pour me demander justement de les accompagner, que ça soit sur la relecture du mémoire, sur la soutenance, sur la recherche de la problématique, du sujet, la notice, ce genre de choses. Et du coup, effectivement, je garde ce côté, en fait, j'arrive à peu près à mélanger toutes mes compétences au même endroit. C'est-à-dire que je vais faire à la fois du coaching pour justement motiver les futurs experts comptables à ne pas lâcher. Je vais faire de l'expertise comptable parce que je vais toujours remettre dans le cadre de l'expertise comptable le mémoire. Je vais faire de l'enseignement parce que le mémoire d'expertise comptable, c'est aussi beaucoup de techniques. Et c'est une façon de travailler, c'est une façon d'aborder le sujet, c'est une façon de réfléchir. Et si on ne te donne pas les clés, tu peux vite te perdre. Et donc, en fait, je vais mélanger tout ça au cours de séances qui vont durer entre 1 heure et 1h30. Et pendant ces séances, justement, on va en profiter pour faire avancer la personne qui travaille dessus et faire en sorte que finalement personne ne lâche l'expertise comptable et qu'on aille jusqu'au bout. Il nous en faut un maximum d'experts comptables. Oui, c'est ça, comme on l'a vu tout à l'heure, aller jusqu'au bout, des fois, c'est pas forcément simple. Et du coup, si on passe un peu des questions peut-être un peu plus généralistes, toi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton ou tes métiers actuellement ? Moi, ce qui me plaît vraiment le plus, il y en a deux. C'est la première chose, ça va être vraiment l'accompagnement des clients, être au quotidien avec eux et puis pouvoir justement leur donner des clés, des outils pour se développer, pour s'organiser mieux, pour être plus performant, pour mieux recruter, j'en sais rien, mais en tout cas les aider. Vraiment, ça c'est ce que je trouve formidable. Et une des choses qui me passionne vraiment le plus aujourd'hui en tant qu'expert comptable, c'est de développer mon cabinet en tant que tel. Donc c'est travailler sur tout ce qui est processus, organisation et comment arriver en fait à en faire en sorte que mon cabinet soit vraiment à l'image de la vie que j'ai envie d'avoir. Une vie quand même plus cool, plus détendue, où tu n'es pas obligé de passer 12 heures par jour derrière ton ordinateur pour faire de la production. Et tu disais tout à l'heure que tu avais des projets aussi pour ton cabinet. Alors, ton plan à 5 ans, alors sans forcément donner des chiffres ou autres, c'est comment tu l'as construit, ton plan? C'est plutôt une vision un peu stratégique. Est-ce qu'il y a des objectifs de chiffre d'affaires, de collaborateurs? Comment tu l'as construit? On a des objectifs de chiffre d'affaires, effectivement. Qui sont assez simples. Aujourd'hui, on doit tourner à peu près à 350 000 euros de chiffre. L'idée, c'est que dans 5 ans, on soit entre 5 et 600 à peu près. Donc pas forcément une très grosse progression, sachant qu'on ne veut pas faire du tout de croissance externe. Moi, je veux vraiment faire de la croissance par du recrutement interne et par du développement moi-même. Donc l'idée, effectivement, pour cette croissance, ça va commencer par le recrutement de 2 collaborateurs à partir du 12 septembre prochain. Bienvenue Anthony et Hugo. De les former, de les intégrer pour que dans 2 ans, ils restent avec moi, le plus longtemps possible surtout. Et l'idée aussi, c'est de recruter un autre collaborateur comptable cette année ou l'année prochaine et un gestionnaire de paye en plus en parallèle. Donc de recruter pas mal de personnes. Vraiment, c'est mon plan de cette année. C'est un recrutement massif, une formation massive. Mais pour ça, il faut quand même mettre en place un cadre qui soit hyper structurant, hyper facile à gérer et à traiter pour mes collaborateurs et les nouvelles personnes qui rentrent, tout en n'oubliant pas que je ne veux pas abandonner les anciens. Donc, il faut qu'ils comprennent que tout le monde a sa place dans le cabinet. Oui, c'est ça. Puis, du coup, ça améliore, entre guillemets, les conditions de travail des actuels, des anciens. Et ça peut être aussi attractif pour les nouveaux de savoir, au niveau de l'onboarding collaborateur aussi, que ça soit simple et que c'est autonome. Ouais, c'est ça. Alors, l'idée, moi, comme c'est vraiment des alternants qui n'ont pas d'expérience, je vais passer du temps avec eux pour les former. Parce que je veux vraiment leur donner un maximum de clés dès le début pour qu'ils soient autonomes. Et j'ai créé déjà un petit parcours de certification en quelque sorte, qui est un genre d'exercice complet, où tu vas vraiment de la saisie de la facture via Dext, notre outil de pré-compta, jusqu'au relevé bancaire, jusqu'à la saisie de l'alias, etc., pour qu'ils voient vraiment en fait, dès le début un dossier de A à Z, et qu'ils puissent avoir justement l'opportunité de travailler tout de suite
même sans avoir de compétences et surtout sans risque pour eux. C'est-à-dire que s'ils font des conneries, ils font des conneries, c'est pas grave. Et l'idée, voilà, c'est qu'à chaque étape de ces exercices, ils valident certains points pour justement devenir assez vite autonome sur la tenue complète d'un dossier et qu'on puisse passer à autre chose, parce que la tenue complète, c'est pas pour ça non plus que je veux qu'ils viennent dans le cabinet. Ah, c'est sympa, du coup, c'est des dossiers tests un peu où du coup ils peuvent s'entraîner. Ouais, c'est basé en fait sur un vrai dossier. À la base, je cherchais un dossier qui correspondait plus ou moins à mon client lambda. Et en fait, je l'ai créé en mode test, hein, et j'ai recréé en fait vraiment tout de A à Z, comme s'il n'avait pas été saisi depuis le début. Comme ça, en fait, le collaborateur qui se met dedans peut vraiment voir exactement ce qu'il va voir quand il sera face à un dossier pareil dans quelques années. Ok, c'est super sympa. En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Et du coup, on a vu ce que tu aimais. Et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas? La prod, toi, t'aimes bien ça? La prod, j'aime bien ça, c'est pas le problème. En fait, c'est pas tant les missions que je n'aime pas, c'est le fait d'en faire trop parfois. Là, typiquement, juste avant de partir en congé, c'est-à-dire ce soir, j'ai dû faire pas mal de choses et terminer pas mal de choses. Ouais, j'arrive un peu à saturation parfois, et puis honnêtement, en fait, c'est la répétition trop de fois de certaines choses qui est fatigante. Une mission en tant que telle est pas fatigante, c'est juste quand tu fais 50 fois la même chose, là ça devient un peu saoulant. C'est ça que j'aime pas particulièrement. Après, non, ce que je n'aime pas vraiment, en fait, c'est plutôt quand ça manque d'organisation. Dans le sens où, tu vois, typiquement, quand un client veut me parler, je préfère qu'ils prennent rendez-vous j'ai un Calendly, qu'ils prennent rendez-vous avec moi directement sur Calendly, plutôt que de m'appeler à l'arrache, parce qu'en fait, souvent, moi, mon programme, il est hyper carré, et si je décroche avec mon client, en fait, ça va foutre en l'air ma journée, et donc, parfois, je le fais parce que je sais qu'il y a des urgences, mais c'est pas forcément... C'est ça que je vais pas aimer dans notre métier. C'est qu'on va être sollicité à tout bout de champ en permanence, et ça peut être fatigant. Oui, c'est ça, c'est que des fois, t'as des échéances ou des choses à faire dans ta journée, et puis t'as un, voire plusieurs clients qui t'appellent et qui au final te décalent, et t'arrives pas forcément à avoir des plages de travail. Je crois que t'avais peut-être fait un post dessus, avec avoir des plages où tu te dis, sur ces moments-là, je bosse. C'est ça, exactement. Ouais, en fait, je promouvois je promeus le time blocking dans le cabinet, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas te réserver des plages d'1h30 dans ton calendrier que tu vas bloquer comme si c'était des rendez-vous clients. Et sur cette heure et demie, tu vas bosser à fond sur ton dossier. Comme ça te permet de faire un truc bien, de le faire tranquillement, et pas y revenir 50 fois dessus. Sauf que c'est valable à condition que personne te dérange et à condition que t'es pas un client qui t'appelle. Et typiquement, effectivement, quand tu as des clients qui vont t'appeler pour des urgences, ou pas d'ailleurs, c'est pas forcément le cas, ça peut rendre un peu le travail compliqué. Et moi, c'est ça qui peut me poser problème aujourd'hui, c'est le fait de devoir à la fois être disponible tout le temps et de ne pas pouvoir l'être. Et tu sais que, alors je sais pas si tu connais, mais moi j'avais assisté du coup à une conférence, c'était à la Grande Journée du numérique en Bretagne, c'était sur le modèle, alors je crois que c'était danois, et en fait justement eux ils sont très adeptes du time blocking, et en fait ils ont même des espèces de petites ampoules à côté de leur ordinateur, et en fait soit elle est verte, soit elle est rouge, ça veut dire est-ce qu'on peut me déranger entre guillemets, ou est-ce qu'on peut est-ce qu'on doit pas me déranger, genre là je suis en time blocking et il faut pas qu'on me parle, et du coup je trouvais, c'est marrant je trouve, et peut-être je sais pas, une idée de choses à faire. Ouais, c'est pas mal effectivement quand on bosse dans un vrai bureau avec des vrais gens. Nous en télétravail, en fait, si on veut se mettre en time blocking, il suffit juste de tout couper, et c'est ce qu'on fait clairement, parce que encore une fois, on n'est pas des ambulanciers, on n'est pas des urgentistes, on n'a pas l'obligation de répondre à son client tout de suite, on a l'obligation de répondre rapidement. Rapidement, c'est pas dire immédiatement. Et donc typiquement, moi, ce que je demande, c'est qu'on rappelle tout le monde dans la journée, mais qu'on le rappelle à un moment où on a le temps de le faire, et pas en fait un moment où on est en plein sur un dossier et que ça va complètement nous décaler après. Donc pour moi, en général, l'idéal, c'est de rappeler soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi. Comme ça permet, s'il y a vraiment une urgence, d'avoir le temps de la traiter. Mais c'est rare aujourd'hui qu'on ait des urgences qu'on doit faire dans les 24 heures. Enfin, ça n'arrive pas. Souvent, en fait, c'est juste un coup de stress d'un client. Et ce coup de stress, ça va être à l'expert comptable ou à ses collaborateurs et son équipe de le gérer. Oui, c'est vrai que j'avais oublié l'aspect 100% télétravail. Du coup, la petite loupiote n'a pas grand intérêt. Est-ce que tu es fier de ton parcours et pourquoi ? Est-ce que je suis fier de mon parcours ? Oui. Oui. Pourquoi ? Parce que je pense que pour aller jusqu'au bout de l'expertise comptable, il faut une bonne forme de résilience. Et typiquement, j'ai passé la soutenance d'expertise comptable 3 jours après avoir perdu mon père. Donc je suis assez fier dans le sens où il faut arriver à être hyper solide du début à la fin. C'est un parcours qui est long, qui est difficile et qui est hyper gratifiant.
et en même temps qui t'ouvre tellement de portes et tellement de possibilités derrière que je trouve ça formidable. Top. Et au niveau de l'équilibre vie pro, vie perso, alors on sait qu'à un moment, tu dormais au cabinet. Est-ce que c'est peut-être quelque chose aussi sur lequel tu veux travailler pour te dégager du temps Comment tu t'organises, toi ? Ouais, alors je suis vraiment un très mauvais exemple pour ça parce que ma compagne est enseignante de français et en même temps elle fait une thèse. Donc autant te dire que tous les deux on travaille en permanence, donc on se rend pas trop compte en fait quand on travaille et on travaille un peu tout le temps. J'ai l'impression d'avoir un bon équilibre parce que je fais beaucoup de sport, ça me passionne, j'ai le temps de faire toutes les formations que j'ai envie de faire, de voir tous les gens que j'ai envie de voir. Après, encore une fois, je crois pas en fait à un équilibre qui serait une sorte de moyenne. Pour moi, l'équilibre en fait, c'est juste arriver à arbitrer entre beaucoup de travail, pas beaucoup de travail, beaucoup de travail, pas beaucoup de travail, et trouver justement en fait de l'épanouissement entre ces deux schémas qui sont le repos et le travail permanent. Mais si tu fais quelque chose qui te plaît, l'équilibre en fait, il est là. Il vient vraiment dans l'intérêt des tâches que tu vas effectuer. Oui, c'est ça, l'équilibre, chacun a son propre équilibre et peut-être que aussi en fonction de la période de ta vie, ça va être plus du boulot, plus du perso, il n'y a pas de règles et tu disais oui, je suis pas un très bon exemple, mais en soi, si t'aimes ce que tu fais et si toi t'es ok avec le fait de travailler beaucoup, c'est ton équilibre à toi et il n'y a pas de honte à avoir. Oui, et puis encore une fois, à partir du moment où je travaille sur des choses qui m'intéressent, sur le développement de mon cabinet, sur de la mise en place de procédures, ce genre de choses qui me passionnent, j'ai pas l'impression de travailler en fait. C'est juste rigolo et je suis content de le faire. Est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment si c'était à refaire ? Je sais pas, est-ce que tu passerais ton deck plus tôt ? C'est très difficile en fait de répondre à cette question parce que en fait, c'est toutes les erreurs que j'ai pu faire qui font que je suis avec toi aujourd'hui, je pense. Et qu'on discute de ça. Et si j'avais pas fait ces erreurs, ouais, j'aurais peut-être gagné 3 ans pour mon deck, j'aurais peut-être gagné un peu plus d'argent au début, mais est-ce que j'aurais eu la maturité nécessaire ? Est-ce qu'au contraire, ça ne m'aurait pas fait vriller ou je me serais pas fait chier ou... J'arrive pas à savoir. Il y a certaines choses, effectivement, que je referais différemment, qui m'ont rien apporté. J'ai tenté de placer certaines missions qui valaient pas le coup, des choses comme ça, où je suis un peu partie bille en tête parce que c'est ma façon de fonctionner, c'est-à-dire que j'ai envie de faire quelque chose, je le teste et puis après je vois si ça marche ou pas. Et il y a 2-3 trucs, je me dis que j'aurais peut-être intérêt à réfléchir avant de le faire. C'est pas grave, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu un petit peu de temps, il n'y a rien de catastrophique, mais globalement, oui. Réfléchir un peu plus et puis anticiper certaines choses. Après, tu te serais peut-être dit c'est dommage de ne pas l'avoir testé si tu ne l'avais pas fait aussi. Peut-être aussi, on ne sait pas. Je pense qu'en fait, toutes les erreurs ou les échecs qu'on peut avoir sont formateurs. Et au contraire, il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est ça qui fait le sel d'une carrière, en fait, finalement. C'est de se planter, de recommencer et de faire mieux de la fois d'après. C'est ça. Et si tu avais un conseil à donner au Geoffrey qui avait 20 ans, alors il était en école de commerce. Il était en école de commerce, il était en train de terminer. Il doutait encore sur si sa voie c'était le marketing ou la... Ouais, déjà, en fait, le vrai conseil que je me donnerais pour le Geoffrey d'il y a 20 ans, ça serait vraiment en fait de me faire confiance. J'ai eu un syndrome de l'imposteur pendant des années, alors qu'en fait, je pense que c'était pas mérité. Mais juste apprendre à se faire confiance et apprendre à... Ouais, c'est ça, tout simplement, à savoir que je suis pas mauvais dans ce que je fais, voire on peut dire que je suis bon, et je l'étais déjà à l'époque, et juste arriver à me le dire et à le comprendre et à l'accepter. Okay. Top. Juste, on a une petite partie questions-réponses sur les auditeurs, les questions qui t'ont posées. Est-ce que c'est pas compliqué quand on est un cabinet 100% digital au niveau de la culture d'entreprise, etc., le sentiment d'appartenance, comment vous gérez ça ? Alors si, c'est très compliqué au début. Parce que en fait, quand tu bascules en 100% télétravail, et surtout pendant le Covid, ça t'interdit de te voir. Donc en fait, il va falloir recréer des rituels. Et en fait, nous, les rituels, on les a recréés via Zoom, dans un premier temps, où on se fait plein de Zooms qui ne servent à rien. En tant que tel, on va juste discuter, échanger nos news, dire du mal les uns des autres, s'insulter, enfin ce que tu veux, mais en tout cas juste... On s'assure avant que la personne ne soit pas dans la même salle Zoom. Si, bien sûr, au contraire, on n'hésite pas à se clasher entre nous, c'est ça aussi qui fait le truc qui est un peu marrant. Mais voilà, en fait, on a des Zooms un peu communs. Et ce que j'ai commencé à mettre en place cette année et qu'on va vraiment beaucoup développer, ça va être des journées de regroupement où en fait on se retrouve tous à un endroit et on va faire un peu des trucs un peu classiques, escape game, un bon resto, aller se prendre une bière tous ensemble, ce genre de choses. Passer des moments, un peu de formation, parce qu'il faut que ça garde quand même un petit côté de travail, histoire de dire. Mais voilà, en tout cas, passer un bon moment tous ensemble et garder. Mais les Zooms réguliers, ce qu'on appelle nos coffee time, c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est des pistes, mais c'est sûr que dans tous les cas, quand on n'est pas rien ne remplace le présentiel. Donc, Et un Slack. Et ouais. un Slack, c'est indispensable, où là, tu peux échanger tout le temps, H24, et ça, c'est formidable. Et tu t'es pas dit peut-être Teams, parce que Teams, tu peux faire entre guillemets, ça et la fonction Zoom pour faire les calls et la fonction message du Slack. Non, on aimait bien le Slack, c'est la façon de fonctionner, ça tournait bien pour nous. Et on se rajoute des Zooms de temps en temps. Après, on s'envoie des liens. Sur Slack, c'est hyper simple aussi. Tu peux créer ta réunion sur Slack aussi directement et ça l'ouvre à côté. Ça fonctionnait bien. Et puis, Zoom fonctionne aussi très bien avec Calendly. Donc, ça me permet d'avoir un truc un peu intégré, tous mes trucs. Pour optimiser le process. C'est ça. Et d'où t'es venue l'idée de créer un cabinet 100% digital? Parce que à l'époque, c'était quand même assez précurseur aussi. Maintenant, même ça existe, mais tu vois, il y a quand même des cabinets qui sont toujours réticents au télétravail, alors que toi, c'est 100% télétravail. D'où ça t'est venu cette idée-là? Tout simplement, en fait, que dès que j'ai monté mon cabinet, j'ai suivi ma précédente compagne à Chartres, donc je ne pouvais plus être à 100% sur place. Donc, si on peut pas être tout le temps sur place, mais qu'il faut travailler quand même tout le temps, il a bien fallu mettre les outils en place. Et donc, je me suis dit que le cabinet 100% digital, c'était vraiment la solution pour moi. Donc, au final, c'était ta solution pour toi qui est devenue la solution. Exactement. En fait, c'est ça. C'est que j'ai pas eu trop le choix. Je me suis dit, il faut le faire comme ça parce que sinon, je vais pas pouvoir travailler. Et finalement, en fait, le Covid m'a juste donné raison, quoi. Oui. Et une dernière question, alors, est-ce que les clients ne sont pas réticents au fait que ce soit un cabinet 100% digital? Mais peut-être que tu as des clients qui te ressemblent aussi. Donc Non, parce qu'en réalité, en fait, 100% digital, ça veut pas dire qu'on n'a pas de relation. C'est-à-dire que mes clients, ils ont mon numéro de téléphone, ils ont accès à mon calendrier en illimité. C'est-à-dire qu'un client, s'il veut me parler 5 fois dans la semaine, il me prend 5 rendez-vous et on se voit 5 fois, il n'y a pas de souci. Et en fait, oui, on se voit essentiellement par visio. On se voit peut-être une fois par an tous les uns les autres, mais on se fait essentiellement des visios. Mais en fait, on a quand même énormément de contacts. On s'appelle, on s'écrit, on se téléphone, on se visio, on ce que tu veux. Et en fait, t'as pas cette impression d'être en 100% digital. On n'est pas une plateforme comptable où le client va déposer ses pièces et puis il va juste chatter avec un bot. On est vraiment un cabinet 100% digital pour tout ce qui est production, mais par contre, on a vraiment un aspect très humain dans tout notre travail. Et au niveau des rendez-vous clients, du coup, ça se passe. Il y en a qui sont à distance et il y en a qui sont en présentiel ou comment? Pour les clients? Ouais, les rendez-vous bilan, par exemple. Les 3/4 se font en visio maintenant. Okay. Typiquement aussi parce que je crois que ça a pas mal arrangé tous les clients parisiens que j'avais. Parce qu'encore une fois, se déplacer dans Paris, c'est compliqué. Et donc, la visio, ça se présentait bien. Après, quand je viens quand même régulièrement sur Paris, je viens une fois par mois sur Paris. Donc, à ce moment-là, j'essaye toujours de voir 2, 3, 4 clients, d'aller faire des déjeuners, des dîners, histoire de garder un contact un peu sympa, parce que c'est ça aussi qui fait l'intérêt de notre métier. Super, on va se laisser là-dessus. Alors, merci beaucoup, Geoffrey, pour ton temps. Merci à toi, Julie. Et puis, bonne continuation, bonnes vacances. Merci beaucoup. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.